Bonsoir Edwin Plenel. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir. Alors, l'idée de cette conférence, c'est vraiment qu'on arrive à prendre un peu de distance et qu'on arrive à parler de votre métier, de ses enjeux, de ses défis, de ses dilemmes, en s'éloignant un peu des polémiques qu'on peut voir effectivement sur n'importe quel plateau télévisé. Donc, essayer d'élever un peu le débat. Le journaliste, et encore plus, et plus encore le journaliste d'investigation, doit non seulement établir des faits, mais il doit aussi établir la vérité sur les faits. C'est-à-dire leur donner un sens, comme vous l'expliquez d'ailleurs dans La valeur de l'information. Cette spécificité place en fait le journaliste d'investigation devant divers défis, notamment comme la difficulté d'enquêter à partir d'indices, comme vous venez de nous le dire, ou bien simplement le rapport du journaliste avec ses sources, ou encore l'engagement politique vis-à-vis des faits qu'il révèle. Tant de questions que Julie avait envie d'aborder avec vous. Je t'en prie, Julie. Merci Marie, bonjour Monsieur Plenel. Donc en effet, le journalisme d'investigation est fait de par sa nature même de dilemme vis-à-vis également des valeurs démocratiques. Et le premier qu'on vous rappelle souvent, c'est le dilemme entre des droits et des libertés. Donc le droit que vous appelez le droit de savoir et des garanties de liberté individuelle, donc la présomption d'innocence, le secret de l'instruction, le respect de la vie privée. Donc vous avez élaboré votre théorie à ce sujet, c'est-à-dire que le droit de savoir l'emporte sur les autres lorsque les informations sont d'intérêt public. Alors ma question est simple, comment définissez-vous cet intérêt public, puisqu'il semble que c'est une définition finalement à la discrétion du journaliste, quels en sont les contours, et dans un second temps, pourquoi peut-il être considéré comme supérieur au droit privé que je viens d'évoquer? C'est la question décisive, c'est pas une théorie, c'est au cœur de ce qui fait que l'ENS a été créé, je vous le rappelle, en 1794. C'est au cœur de tout ce qui fait qu'on parle de ces mots, démocratie, république, liberté, égalité, fraternité, etc. Ça a une histoire. Bon. Été 1789, automne 1789. Vous connaissez l'histoire, les États généraux, ça devient une Assemblée nationale. Vous connaissez. Révolution du journal, ça part dans tous les sens. Déclaration des droits de l'homme, élaborée comme une motion de congrès socialiste, quand il y avait des congrès socialistes, avec des amendements, des discussions, etc. Bon. Automne 1789, premier maire de Paris. Il est oublié. Jean-Sylvain Bailly. C'est un modéré, et donc il va passer à la guillotine quelques temps après. Jean-Sylvain Bailly, très populaire, scientifique, très aimé du peuple parisien à l'époque, a une formule qui devient une formule, mais qui est comme une traînée de poule. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait les nouvelles à la main, qui étaient vendues à la criée du côté de Port-Royal, etc. Et cette formule, c'est la publicité et la sauvegarde du peuple. La publicité n'existait pas, ce n'est pas la publicité marchande. Tout ce qui est public, tout ce qui est d'intérêt public doit être public. Les comptes doivent être publics. Open the book, c'est le début de la révolution parlementaire britannique. La France, ça commence sur la question de qui décide les impôts, qui décide leur montant, qui décide ce que chacun paye. Et tout ça doit se faire sous les yeux du public. Dessin de David où on voit le peuple qui regarde d'en haut, et vous l'avez retrouvé dans Le peuple et son roi. Le peuple est là. Les assemblées doivent être publiques. Tout ce qui est public, d'intérêt public, doit être public. Marchand de journaux, à la fin de l'automne de l'année 89, j'en ai acheté une sur eBay. Je savais que ça existait, j'en ai trouvé une sur eBay tout récemment. Des petites plaques en bronze, avec au milieu, d'un côté, un œil, et avec tout comme un soleil, l'œil, et Rosan Vallon, dans ses livres, le raconte souvent, c'est-à-dire l'œil du peuple qui regarde, on doit savoir. Et de l'autre côté, la publicité et la sauvegarde du peuple, Bailly. Huissier de l'hôtel de ville en 1792, plaques métalliques, vous les trouvez au musée Carnavalet. Responsabilité, publicité, sauvegarde du peuple. On a oublié ça en France. C'est une ville belge qui nous le rappelle. Verviers, ville aujourd'hui en très grande difficulté, mais qui était immensément riche avec ses laineries
à la fin du XVIIIe, début du XIXe. Vous allez à Verviers, et j'y ai été parce qu'il y a des fresques qui ont été faites à partir d'un livre que j'avais fait, Dire-nous, ville avec beaucoup de communautés, beaucoup de difficultés, des incidents terroristes, ainsi de suite. Donc une municipalité qui a fait, comme on dit en Amérique latine, des murales pour faire vivre son centre-ville. Je passe devant l'hôtel de ville et je vois, et les habitants de Verviers ne savent pas, publicité, sauvegarde du peuple. Là où on a liberté, égalité, fraternité. Pourquoi? La Belgique, État-nation 1830. 1830, les Trois Glorieuses. Les Trois Glorieuses, colonne de Juillet, place de la Bastille, on ne le sait pas. On ne le rappelle pas assez. Il y a 500 dépouilles d'ouvriers, d'artisans du faubourg Saint-Antoine, là où ont commencé toutes les révolutions du XXe siècle, sous la colonne de Juillet. Ils sont morts pourquoi? À l'époque, il y avait le travail pour enfants, des enfants. À l'époque, il n'y avait pas de congé le dimanche. Il n'y avait pas de limitation de la durée du travail. Il y avait un analphabétisme généralisé dans les fabriques. Ils sont morts pas sur ces revendications-là, pas sur ces revendications sociales. Ils sont morts contre les ordonnances de Charles X qui limitaient le droit de la presse. On a appelé ça la révolution des journalistes. Certains l'ont trahi, Adolphe Thiers, et d'autres y ont été fidèles comme Charles de Lescluze. Qu'est-ce que je veux vous dire? Premier socle, nos droits fondamentaux supposent que tout ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'on fait avec nos impôts, qu'est-ce que font ceux qu'on a élus, ceux qui nous gouvernent, tout ça doit être public. Après, je réponds à votre question. Eh bien, je ne suis pas du tout au-dessus des lois. Nous ne sommes pas au-dessus des lois. Après beaucoup d'éclipses des libertés, nous avons en France depuis 1881 une loi qui est notre code de la route, la loi de juillet 1881. Premier article, l'imprimerie et la librairie sont libres. Une loi totalement politiquement libérale. Nous avons le droit d'imprimer et de diffuser ce que nous voulons. Et nous en rendons compte après, devant le juge. Quand je vais, et je termine juste pour que ce soit clair, parce que c'est vraiment, après j'essaierai d'être plus court, mais c'est le cadre profond de ce dont on doit débattre ce soir. Quand je vais devant, je publie une enquête, et on nous poursuit, et je suis le premier responsable en tant que directeur de Mediapart, en tant que directeur de la publication, et quelqu'un dit, vous avez attenté à mon honneur, à ma réputation, etc., me poursuit en diffamation. Je vais avec les éléments de la vérité de ce que j'ai produit, mais je vais surtout avec ce qu'on appelle l'exception de bonne foi. Et notre jurisprudence lie ça à la pratique professionnelle. Ça veut dire quoi? Eh bien, je dis légitimité du but poursuivi. Oui, je dis c'était d'intérêt public. Sérieux de l'enquête, respect du contradictoire, modération dans l'expression, etc. Exemple très concret. En effet, le majordome de Madame Bettencourt viole l'intimité privée de Madame Bettencourt. Moi, je ne viole aucune intimité de la vie privée. Je n'espionne personne, je mets de micro chez personne. Je sais qu'il y a ce matériau, je le récupère. Nous choisissons de publier ce qui nous semble d'intérêt public. Longue procédure judiciaire, au final, le majordome poursuivi pour atteinte à l'intimité de la vie privée, Mediapart poursuivi pour complicité, recel d'intimité de la vie privée, nous sommes tous relaxés. Pourquoi? Parce que le majordome, état de nécessité. Oui, bien sûr qu'il y a un droit de la vie privée. Mais de l'autre côté, il y avait une dame dont on abusait de sa faiblesse pour la dépouiller, aussi riche soit-elle. Eh bien, un droit l'emporte sur un autre, c'est le juge qui le décide. Et quant à nous, nous avons révélé uniquement des faits d'intérêt public. Les derniers enregistrements Benalla. Et sincèrement, M. Dupond-Moretti est un très bon avocat d'assises et un très bon procureur, comme peuvent être les très bons plaideurs. Mais en droit de la presse, je crois qu'il mériterait de retravailler un peu. Eh bien, c'est très simple. Les enregistrements faits secret des sources, quel est notre travail? Notre travail, c'est est-ce que ces enregistrements sont intègres? C'est-à-dire qu'est-ce que leur contenu est intègre? Est-ce qu'ils ont été manipulés? Est-ce que nous savons d'où ils viennent? Est-ce que nous savons comment ils ont été faits? Ça, c'est notre travail, couvert par le secret des sources, mais nous en rendons compte. Et ensuite, le contenu que nous publions est-il d'intérêt public? Est-ce qu'il révèle des informations d'intérêt public? Vous avez la réponse depuis hier, bien sûr. Et depuis ce matin, avec le rapport du Sénat. Nous révélons une violation sur une affaire d'État, une violation de
du contrôle judiciaire et l'effacement des preuves. Le parquet a ouvert enfin une enquête pour entrave à la vérité. Donc nous faisons notre travail et nous en répondons. Et l'intérêt public, bien sûr que c'est de ma responsabilité collective et personnelle à Mediapart de dire ce qui est d'intérêt public, mais je ne suis pas au-dessus des lois. Je vais en répondre devant un tribunal. Et depuis 46 ans, que je fais ce métier, jamais on ne m'a dit que ce que je publiais n'était pas d'intérêt public. Alors, pour continuer de parler de cet intérêt public, justement, vous avez parlé de ceux qui nous gouvernent, donc je vais vous poser une question en lien avec les hommes politiques. En fait, cet intérêt public peut-il justifier que l'on sorte des éléments à charge qui sont au stade où vous publiez seulement des indices, qui ne sont pas des preuves? Je pense notamment donc au cas où ces éléments visent les plus hautes fonctions politiques, puisque beaucoup d'enquêtes entraînent par la suite des démissions d'hommes politiques, peuvent influer sur la cote de popularité de candidats à la présidentielle, voire de présidents eux-mêmes. Et en fait, même si vous n'avez pas la preuve finale, vous distillez le doute dans l'esprit des citoyens, un doute qu'il est très difficile d'ailleurs à enlever, même à l'issue d'un non-lieu judiciaire, et qui évidemment a un impact sur le processus démocratique, par exemple électoral. Donc, comment le journaliste d'investigation prend-il en compte cette responsabilité et dans quelle mesure pèse-t-elle dans la balance au moment où vous décidez de publier des révélations? Mais je ne la prends pas en compte comme vous. Je pense que la démocratie, c'est un écosystème complexe. La démocratie, c'est pas simplement voter pour des représentants. La démocratie, c'est un système complexe avec des libertés fondamentales, des conflits de droits. Par exemple, puisque c'est notre actualité, oui, le droit de manifestation est un droit fondamental. Et on ne peut pas en démocratie dire, parce qu'il y a des gens qui abusent du droit de manifestation, je vais limiter ce droit. Non, c'est un droit fondamental, ça dérange, ça bouscule. Et parfois il y a des excès, et parfois il y a des dégâts. Et c'est pour ça qu'il faut savoir faire du maintien de l'ordre qui ne soit pas de la répression. Mais c'est un droit fondamental. A free and independent press, expression que vous trouverez tout le temps dans le débat anglo-saxon et que vous n'entendrez jamais dans la parole d'un dirigeant politique en France, qu'il soit de droite, de gauche ou du centre. Eh bien, c'est une liberté fondamentale. Le premier amendement de la Constitution américaine, 1791, mêle 3 libertés fondamentales ensemble. La liberté de se réunir et de manifester, la liberté de croyance, donc d'avoir les idées qu'on veut, et la liberté de la presse. Donc, Déclaration des droits de l'homme de l'an 1, préambule de la Constitution de l'an 1, qui ne fonctionnera jamais, la terreur, etc., qui est la Déclaration des droits de l'homme la plus sophistiquée. 89, 93, 4 ans de débat, de discussion, et donc on approfondit la discussion. Eh bien, là, elle a un article qui est copié-collé du premier amendement de la Constitution américaine. C'est très peu rappelé. Pourquoi? Parce qu'il y a un Américain dans l'Assemblée, Thomas Paine, qui a été publiciste de la Révolution parlementaire anglaise, ensuite qui a fait la Révolution de l'indépendance américaine et qui, pendant la décennie jusqu'à 1802, il est en France. Donc, vous avez ce va-et-vient. Nous avons en France un vrai problème. Le bonapartisme est passé par là. L'ennemi de la liberté, le symbole, le pire ennemi de la liberté de la presse, il s'appelle Napoléon Ier, il est partout dans notre ville. Il décide, le journal, c'est moi. Il rétablit l'esclavage et il assassine la presse. Ce ne sera jamais mon copain, celui-là. Et puis après, son neveu nous fait 19 ans d'empire. Et donc nous avons ce bonapartisme et ce césarisme qui fait que vous tous, vous êtes imprégnés à votre insu d'une culture démocratique de basse intensité. Quand Obama va rendre hommage à John McCain, républicain, ils ne sont pas en accord politique. Mais dans le topo d'hommage que fait Obama, il dit, dans ce qui nous rapprochait, et il dit ça face à Trump, il y avait le fait que nous pensions qu'il fallait a free and independent press. Ça veut dire une presse qui dérange, dont l'agenda n'est pas celui dont vous parlez. C'est exactement ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est plus élégant en anglais, a watchdog, un chien qui regarde. En français, c'est un chien de garde. Un chien de garde, ça aboie à pas d'heure, ça peut avoir sale gueule, ça peut montrer des crocs, ça peut avoir de la bave à la gueule, mais il vaut mieux ce désordre que le grand silence. Donc, la liberté de dire, le droit de savoir, la liberté de se réunir, la liberté de manifester, c'est comme ça que peuvent surgir de nouveaux droits.
Reprenez toute notre histoire depuis 2 siècles. Demandez-vous comment les droits des femmes ont été conquis. Demandez-vous comment les droits des salariés ont été conquis. Demandez-vous comment les droits des colonisés ont été conquis. Mais ils ont été conquis en usant de ces droits. Pas en attendant que le pouvoir vous dise si vous pouvez les conquérir. Pas en attendant en disant tiens, il y a l'agenda électoral et j'attends. Pas en attendant de dire est-ce que c'est le droit? Ben oui, il faut des conquêtes. Qu'est-ce qu'on a demandé au tribunal du procès Beaupin qui va rendre son jugement le 19 avril? Procès que nous fait Beaupin, vice-président de l'Assemblée nationale à l'époque des faits, sur la question, c'était un MeToo avant l'heure, sur la question de la domination masculine dans des lieux de pouvoir, du harcèlement, des violences sexuelles. On leur a demandé de prendre, le parquet a demandé notre relax, on l'aura, mais on leur a demandé d'aller plus loin, de faire comme le procès de Bobigny en 1792. C'était Gisèle Halimi. C'était une conquête judiciaire sur quoi? Eh bien sur des femmes, une femme qui était poursuivie pour avoir avorté. Et c'est ce jugement qui permet la loi Veil de 1975. C'est comme ça que se conquièrent les droits. Comment y a-t-il eu des mesures sociales nouvelles qui, selon l'OFCE, il y a des économistes dans la salle, vont être bonnes pour le pouvoir d'achat et pour la croissance? Là, récemment, par les manifs des Gilets jaunes, quoi que vous en pensiez. Comment il y a eu la prise de conscience sur le climat? Mais il y a une grosse décennie qui avait pignon sur rue, y compris dans le milieu dans lequel nous sommes, avec son institut de géophysique du globe pas loin. Un climato-sceptique, M. Claude Allègre, ministre de l'Éducation, qui disait tout ça, c'est foutraque. Qui a conquis? Eh bien, ceux qui ont fait comme Greenpeace. Ça a été une de mes affaires. Ces mouvements écologiques qui ont pris des risques, qui ont fait obliger à la prise de conscience. Cyril Dion, le réalisateur de Demain après-demain, quand il y a eu la marche climat en décembre, fin du mois, fin du monde, c'est pour nous le même combat. Il dit à un moment, et c'est un pacifiste, vous connaissez un peu ses films, il dit « Ce que nous ont appris les Gilets jaunes, disait-il à ce moment-là, c'est qu'on n'obtient pas certaines choses sans la confrontation. Le mouvement des jeunes, j'espère que vous en serez, puisque c'est les lycéens, mais c'est aussi les étudiants, qui a commencé beaucoup en Belgique, qui arrive en France, ne plus y aller au lycée le vendredi. Ça commence notamment à partir du 15 mars. Parce que ça ne sert à rien d'y aller tant qu'on sait qu'on n'a plus que 11 ans. 11 ans avant le changement de qualité en qualité. C'est-à-dire sur le climat et le point de non-retour. Eh bien, c'est l'idée qu'on obtiendra ça qu'en mobilisant. Il n'y aurait pas eu les engagements de la COP 21 sans la mobilisation de la société. Et donc moi, je suis du côté de la société. Je ne rends pas compte à ce jeu dont vous me parlez. D'où mon indépendance, d'où le fait que, quelles que soient mes convictions personnelles, j'ai sorti des informations qui dérangent la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, le centre. Alors justement, M. Plenel, donc, vous êtes plein de convictions, comme vous le dites, et vous dites souvent que pour trouver, il faut savoir ce que l'on cherche. Donc j'en profite. Ces intuitions qui vous guident, le choix de vos sujets qui en découlent, et même le choix dans la mise en narration d'un faisceau d'indices, puisqu'il faut bien expliquer le lien entre ces indices et où vous voulez aller. En quoi tous ces éléments sont inévitablement guidés justement par des convictions personnelles et notamment, je parle aussi des convictions partisanes. Je crois vraiment, mais à vous de juger sur pièce, qu'il n'y a pas de conviction partisane en l'occurrence. Il y a d'abord, si on parle métier, ce qu'on appelle en anglais « nose for news », le nez pour les nouvelles, cette intuition. Alors ça, j'allais dire que c'est une culture collective, hein. C'est un partage, on se dit tiens, mais là il y a quelque chose. Après, il y a comment on sent son époque, et c'est pour ça que le pluralisme de la presse est une valeur constitutionnelle, c'est pour ça qu'il faut des journaux différents, c'est pour ça que c'est sinistre de voir parfois l'uniformité médiatique. Le succès de Mediapart, c'est justement ça. C'est qu'un bon journal, c'est celui qui a son agenda. Pourquoi nous on a pris comme symbole le crieur de journal ? Parce que le crieur de journal, dans la rue, il dit « Achetez mon journal parce que vous trouverez quelque chose que vous n'irez pas ailleurs. » C'est la meilleure recette commerciale aussi. Donc, ce sens des nouvelles, qui suppose en effet des hiérarchies, c'est aussi, et je vais vous en donner 2 exemples, 3 plutôt. Quand on crée Mediapart, les 3 cofondateurs, on s'était connus au Monde. Moi, j'avais fait des enquêtes au Monde et dirigé le Monde avec des enquêtes qui concernaient surtout l'État, le pouvoir politique,
le financement des partis politiques, la classe politique. Dans la crise du monde qui m'a amené à me séparer au bout de 25 ans, j'ai vu le poids de la finance, le poids de ce monde que l'on appelle oligarchique un peu aujourd'hui, le poids de cette accaparation de richesses. Et donc quand on a créé Mediapart, j'ai dit, c'est facile finalement les enquêtes sur l'État. C'est une formule de style, c'est pas toujours facile, ou sur la politique. En revanche, le monde de la finance, le monde de l'argent, il va falloir se le coltiner. Première enquête de Mediapart, ça a été oublié. On venait de se lancer par Laurent Mauduit. C'était encore le Précite, début 2008. C'est une enquête sur les caisses d'épargne qui était prémonitoire et qui annonçait la crise financière qui va, dans l'année 2008, éclater. 11 plaintes des caisses d'épargne qui risquaient de nous mettre à genoux. Au bout du compte, l'histoire nous a donné raison, les caisses d'épargne ont été au bord du gouffre, ont fusionné avec les banques populaires, ça s'appelle BPCE maintenant, et non seulement les plaintes ont été retirées, mais nous les avons fait condamner pour poursuite abusive. Donc c'était l'idée de sentir qu'il y avait quelque chose qui déréglait notre monde, et depuis, c'est à l'agenda de tous nos débats publics. Deuxième exemple, l'affaire Cahuzac. Je fais, en septembre 2012, un article « Combattre la mafia de l'évasion fiscale ». C'est une synthèse de rapports, vous les connaissez, puis il y a Gabriel Zucman, les disciples de Piketty et bien d'autres maintenant, de tout ce qu'on sait, de tout ce que les ONG nous racontent et documentent sur l'importance de la richesse détournée des nations, l'importance de l'évasion fiscale. Les avoirs financiers dans les paradis fiscaux, c'est plus que le PIB additionné des États-Unis et du Japon. C'est autant de moins, c'est un désordre social, c'est autant de l'argent qui échappe à l'impôt, donc c'est autant de moins pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les commissariats, et ainsi de suite. Donc je fais cet article pour dire, au moment du début de la présidence Hollande, là il y a de l'argent et c'est là qu'il faudrait aller le chercher. Et l'État faisait trop peu de choses, même très peu de choses, même pratiquement rien. Mais en même temps, au moment où je fais ce papier, je sais que, ayant senti quelque chose par un écho, un bruit, un fil, et puis une décision qui me paraissait bizarre qu'avait pris ce nouveau ministre du Budget, je savais que nous avions entendu dire que le ministre du Budget, M. Jérôme Cahuzac, avait depuis très longtemps un compte non déclaré en Suisse, dans un paradis fiscal. Nous y arrivons, je ne savais pas qu'on y arriverait. Et nous avons mené les 3 mois de bataille pour porter notre information. Et là, vous voyez le sens de ce que j'appelle l'engagement qui n'est pas partisan, l'engagement au service de la société. Quand vous sortez une info comme celle-là, l'effet de souffle de cette information a plus de pédagogie que l'article de fond que j'avais fait. Tous les rapports, c'est une chose, et tout d'un coup, il y a une réalité. Tiens, le ministre du Budget, patron de l'administration fiscale, est lui-même un fraudeur fiscal. Résultat, création du parquet financier, il n'existait pas. Création de la haute autorité de contrôle sur l'argent et la vie publique, et dynamisation au sein de Bercy sur le retour d'une partie de cet argent. C'est quelqu'un qui est peu connu, Robert Ezra Park, qui a été journaliste, puis après fondateur de l'école de sociologie de Chicago, qui parlait des big news, hein, et des nouvelles qui ont un effet comme ça de souffle. Et il disait, un journaliste en possession d'informations d'intérêt public les écoutait. Et nous avons été ceux qui les ont écoutés. Donc c'est ça notre rôle. Après, d'autres journaux peuvent dire, on va mettre d'autres choses à l'agenda que Mediapart. Moi, il y a un pluralisme, je suis très respectueux de la diversité de la presse. Mais c'est vrai que j'ai toujours défendu cette idée que nous mettions à l'agenda de la société des questions d'intérêt public. Et ce n'est pas un agenda partisan. Et sincèrement, s'il y a quelque chose qui plaide pour, à la fois moi professionnellement depuis que je fais ce métier et évidemment Mediapart depuis 11 ans, c'est qu'on n'a jamais pu nous prendre au piège d'un agenda partisan. On n'a jamais pu trouver dans mon histoire personnelle ou pas une information parce qu'elle nous dérangerait. C'est la formule que j'ai souvent popularisée.
qui n'osent pas parler, qui finissent par le faire. J'ai trouvé dans cette relation exclusive avec la source un autre dilemme, en fait, propre aux journalistes d'investigation. J'ai envie de citer ici votre collègue Fabrice Arfi qui dit que votre métier, en fait, consiste à obtenir des informations donc, de la part de gens qui ne sont pas censés les donner. Et en effet, contrairement aux médias traditionnels donc, qui publient des informations publiques, vous, journalistes d'investigation, vous êtes aussi, votre existence est conditionnée par l'existence de sources exclusives, de sources qui vous sont propres, qui sont confidentielles. Et donc cette relation, en fait, comment éviter, pour reprendre une formule provocatrice d'un sociologue, Dominique Marchetti, dont il parle de boîte aux lettres, comment éviter de se faire la boîte aux lettres des intérêts de certaines sources, alors même c'est cette dimension de simple communicant que beaucoup de votre profession reproche aux médias traditionnels. S'il y a de futurs sociologues dans la salle, je les invite à faire de la sociologie du travail journalistique. Ça n'existe pratiquement pas dans la littérature française. Il y a une sociologie des contenus journalistiques, il y a une sociologie de la communication, mais de notre travail. Il n'y a pas de boîte aux lettres. Ça n'existe pas. C'est toujours un travail humain. Parfois, on reçoit un document, mais un document, ça ne suffit pas. Il y a plein d'autres choses derrière. Il y a des gens, il y a tout un travail de vérification. La manipulation, on est, nous, les journalistes d'enquête, moins manipulés que ceux qui font des interviews de complaisance d'un président, d'un ministre, où ils se font simplement les relais de sa com. C'est quoi notre travail? Notre travail, c'est au cœur du métier. Ce métier a un privilège, c'est le déplacement. Nous ne sommes pas assignés à un milieu social, d'où le fait qu'en effet, je joue un peu le loup solitaire. Je ne fréquente pas, moi, la profession. Je suis dans l'équipe de Mediapart, mais je ne fréquente pas des journalistes. Bon, voilà, c'est pas... Je vis avec quelqu'un qui n'est pas journaliste. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut sortir de cet entre-soi. Et que la force de ce métier, c'est qu'il faut être capable d'aller dans un camp de réfugiés, puis le lendemain dans un palais national, aller voir un banquier, et puis aller voir un piquet de grève, aller voir des milieux sociaux différents. Et par ailleurs, il faut être capable d'avoir la curiosité généreuse, pas inquisitoriale, qui fait qu'en effet, les gens qui nous parlent sur les affaires délicates, bien sûr qu'ils ont des motivations, ils peuvent avoir un compte à régler, ils peuvent vouloir se venger. Nous, on n'est pas juge moral de leurs motivations. D'abord, il faut les comprendre, il faut savoir qui elles sont, pour ne pas être prisonnier de leurs motivations. Et puis après, il faut nous-mêmes décider si nous trouvons que ce que nous obtenons avec ces personnes est d'intérêt public, est nécessaire à être publié. Et puis, après, il faut assumer le fait que c'est nous qui l'assumons. La source, le secret des sources, c'est de dire, quand c'est publié, je ne peux pas me retourner contre une source si je me suis trompé. C'est que j'ai mal fait mon travail. Je ne peux pas dire, ah, ma source m'a trompé. Non, le secret des sources, c'est une façon non pas de pousser à l'irresponsabilité du journaliste. C'est au contraire une façon de lui dire, c'est toi qui seras responsable de ce que tu publies, pas ta source. Et moi, le directeur de publication, le premier. Et donc, moi, on a plein d'histoires, y compris l'enquête qui dure depuis des mois sur l'affaire Benalla, dans tout un monde qui est quoi? C'est un monde de barbouzerie, de demi-soldes, de militaires, d'anciens gendarmes, de gens de la sécurité. Bon, il faut aller voir ces personnes, il faut aller les connaître, y compris Benalla lui-même. Vous savez, Benalla, il a appelé l'un des journalistes de la rédaction de Mediapart pendant 1 heure il y a quelques jours. Bon, voilà, c'est un matériau humain. Après, je redis, notre travail, c'est un travail collectif, c'est faire un puzzle. Dans une enquête comme celle-là, on sait beaucoup plus de choses que ce qu'on publie. Parce qu'il y a des choses qu'on ne publie pas. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ça, on n'a pas assez recoupé. Ou en cas de procès, on n'a pas les éléments. On sait que c'est vrai, mais on ne pourrait pas aller devant un tribunal avec une offre de preuve. Donc, c'est vraiment cet artisanat du métier. Fabrice Arfi l'a dit très bien dans une interview, un truc de France Info mardi. Il dit on passe beaucoup plus de temps à ne pas écrire, c'est-à-dire à enquêter. L'écriture, c'est au fond quelque chose qui, une fois que c'est terminé, qui va le plus rapidement. Donc non, on n'est pas des boîtes aux lettres, on est peut-être les journalistes les moins manipulés par rapport aux journalistes qui se font le relais des communications des pouvoirs publics. Et donc, voilà,
On est au cœur. Vous savez, moi je suis sidéré souvent par ces polémiques. Le métier de journaliste, à notre époque qui est celle du numérique, c'est pas d'exprimer son opinion. Justement, on reparlera du numérique tout à l'heure. pendant le deuxième entretien. Merci beaucoup, Julie. Vous êtes privé de combien de questions là? Beaucoup, mais... à cause de moi, mais vous avez pris des grosses questions aussi. Oui, voilà. Merci beaucoup, Julie. Merci, monsieur Paulin. Et dans un premier temps, je vais vous inviter à deviner l'auteur de cette citation. Et dans un deuxième temps, peut-être que vraiment très rapidement, vous pourrez nous partager ce qu'elle vous évoque, vos réflexions. Voilà. Vaut mieux que je ne devine pas, comme ça, je n'aurai rien à dire. Voilà, si vous ne savez pas, dites... Alors, première citation. Être journaliste, c'est imprimer quelque chose que quelqu'un d'autre ne voudrait pas voir imprimé. Tout le reste n'est que relation publique. George Orwell. Exactement. Tout est dit. Tout est dit. Voilà, l'esprit gramophone. N'oubliez jamais ça. La préface inédite pendant 50 ans à la ferme des animaux, où il dit, on pense à la ferme des animaux comme c'est le totalitarisme stalinien. Et en fait, dans cette préface, il dit, c'est l'esprit de gramophone. C'est-à-dire ce milieu, et on l'a, y compris sur les plateaux télé maintenant, ce milieu des éditorialistes, des soi-disant intellectuels, des essayistes, c'est l'esprit de gramophone, ça tourne. Et ça tourne toujours du côté de celui qui domine, de celui qui a le manche, des puissants, contre l'esprit de gramophone. Merci. Alors, deuxième citation. Le goût de la vérité n'empêche pas de prendre parti. Ça, j'aurais pu le dire, mais je ne sais pas à qui. Albert Camus. Ah, très bien, Albert Camus. Le combat. Quelques réflexions. Ah, Albert, quand on a lancé Mediapart, on a brandi, d'où le manifeste qui s'appelait Combat pour une presse libre. On a, dans le premier édito que je fais, je cite évidemment le Camus du combat de la libération de l'été 44 à Paris. Et notamment cette phrase dans un éditorial du 31 août 44. Notre désir d'autant plus fort qu'il était muet, il parle du journaliste de résistance clandestin, Combat est un réseau clandestin de résistance, notre désir d'autant plus fort qu'il était muet était d'élever ce pays en élevant son langage. Élever ce pays en élevant son langage. C'était, quand nous citions ça en 2007-2008, c'était le début de la présidence Sarkozy, et vous me permettrez de dire que le langage a continué de baisser. Merci. Alors, dernière citation. Tous les journalistes sont par profession des alarmistes, c'est leur façon de se rendre intéressant, mais ils ressemblent en cela aux petits chiens qui réagissent à tout ce qui bouge en aboyant très fort. Ça. Plus dur, ça. Arthur Schopenhauer. Ah bon. Tous les journalistes ne va pas. Tous les médias, tous les journalistes. Voilà. Donc cette globalisation ne va pas. Le journaliste, c'est un champ de bataille. La critique du journalisme traverse le journalisme. C'est pour ça que je dis souvent que la critique du journalisme, elle est nécessaire. Elle est vitale même. On en a besoin, y compris la critique académique du journalisme, puisqu'il y a des compétitions, des rivalités entre l'univers académique et l'univers journalistique, vu la place qu'occupe l'univers médiatique, bien sûr. Cette critique est totalement nécessaire. Mais la haine du journaliste, c'est-à-dire cette détestation globale, dire ils sont tous des petits chiens, etc., eh bien, cette haine du journaliste, qui est une vieille histoire, hein, voilà, que vous connaissez, il y a Balzac, il y a Marcel Schwab dans la littérature française, hein, il y a également Bel-Ami, Maupassant, qui est la corruption par le journalisme, hein, c'est terrible. Le journalisme peut être corrompu aussi. Le journalisme peut se perdre, peut tomber du côté obscur de la force. Mais voilà, c'est une bataille. C'est-à-dire que ce que je conteste, c'est le tout. Voilà, moi, vous avez dû remarquer que je prends des coups, y compris venus du journalisme. Et bien justement, on va parler de...
le thème plus général du journalisme d'investigation en parlant cette fois-ci de ces enjeux, de ces défis, de ces défis vraiment actuels. Donc avec Julie tout à l'heure, Élise, on a parlé des méthodes du journalisme d'investigation et maintenant nous souhaiterions, Edoui Plenel, vous interroger sur les menaces qui pèsent sur le journalisme d'investigation aujourd'hui. Certains expriment par exemple leur défiance vis-à-vis du travail journalistique à l'ère du buzz. D'autres regrettent que l'on soit submergé par un flot d'informations sans cesse plus dense. Et c'est ces questions de confiance, d'indépendance, mais aussi de financement qu'Élise aimerait aborder avec vous. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Et merci. Merci Marie pour cette courte introduction. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Plenel, quelles sont pour vous, en quelques points brefs, les différentes menaces qui pèsent actuellement sur le journalisme et plus particulièrement sur le journalisme d'investigation, bien sûr? Alors, ça serait une conférence à soi seul. Je vais essayer. Mais nous allons revenir sur ces différents points. Non, mais je vais essayer. Si je prends les... Allez, on va s'en tenir à ce qui se passe depuis qu'il y a cette nouvelle présidence. Juste avant l'élection de Emmanuel Macron en l'année 2016, j'avais participé à une commission parlementaire exceptionnelle, rarissime, 13 députés de tous bords et 13 représentants de la société civile. J'étais le seul journaliste, il y avait essentiellement des juristes, il y avait aussi un économiste et il y avait un activiste du numérique, des droits du numérique, de la Quadrature du Net, Philippe Aigrin. Les points de vue étaient très différents au début et en plus c'était dans le climat très sécuritaire de l'année 2015, l'année terrible des attentats. Au final, nous avons rendu un rapport que vous pouvez trouver sur le site de l'Assemblée nationale qui s'appelle « Un nouvel âge démocratique » puisque c'était une commission droit et liberté à l'âge du numérique. Et donc c'est un rapport sur comment refonder le droit de savoir, la liberté de dire, comment tirer vers le haut le monde des réseaux sociaux, comment conforter la liberté de la presse par rapport aux GAFAM, par rapport, etc. Ce rapport, dans notre dynamique, et j'y ai été très assidu, nous avons réussi à ce qu'il soit adopté à l'unanimité. Les 13 parlementaires l'ont adopté. Ils étaient de droite, de gauche, du centre. L'actuel ministre de la Culture et de la Communication a adopté ce rapport. Ce rapport, il est comme ça, il dort à l'Assemblée nationale. Vous avez la réponse à votre question dans ce rapport. Nous aurions besoin, à l'ère de la 3e révolution industrielle, de nouvelles lois fondamentales comme la loi de 1881, qui refondent ces droits fondamentaux. Liberté de dire, c'est les réseaux sociaux. Droit de savoir, c'est la question des médias et de l'information. Ça, c'est ce qu'on devrait faire. Qu'est-ce qu'on fait à l'inverse ? Une régression. Depuis que ce président est élu, il a imposé pour l'instant 2 choses et il en souhaite une 3e et il a dit une 4e. 2 choses, 2 lois. L'une a été votée, la loi sur le secret des affaires, qui fait que désormais nous pourrions nous retrouver devant des tribunaux du commerce. Nous sommes hors de la loi de 1881. Dans notre code de la route, c'est la loi de 1881. Et on peut se retrouver dans des tribunaux de commerce qui sont liés au milieu économique pour rendre compte d'une information qui est liée sur une entreprise, sachant que la définition par cette loi du secret des affaires de ce secret, c'est « est secret ce que l'entreprise dit être secret ». Donc, vous voyez bien, bon, premier risque. Deuxième risque, c'est la loi dite sur les fausses informations en période électorale. Pareil, on sort de la loi de 1881, on fait un référé en 48 heures en période électorale. Et si je prends un exemple, où comme vous connaissez, c'est une vieille bataille, un vieux feuilleton de Mediapart, et nous avons gagné jusqu'en cours de cassation tout récemment, le feuilleton libyen, sur le financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, commence avec un document il avait commencé avant dans Mediapart, mais il sort vraiment dans le débat public avec un document que nous publions entre les 2 tours de la présidentielle de 2012, parce que c'est le moment où nous l'obtenons et où nous sommes sûrs qu'il est possible de le publier. Nous n'avons pas d'agenda partisan, donc nous ne choisissons pas d'attendre, de suspendre, etc. Nous le sortons. Cette loi aurait existé, M. Sarkozy aurait peut-être réussi à tuer cette affaire. Il ne nous poursuit pas en diffamation, il nous poursuit pour faux usage de faux. Comme vous le savez, la justice a considéré que ce n'est ni un faux matériel, ni un faux intellectuel. Bien sûr, c'est un vrai. Troisièmement, il y a ce projet d'un conseil de presse. Alors, le conseil de presse existe, la question de la déontologie de la presse, que les gens, la société puissent saisir un conseil des professionnels. Ça existe en Belgique, ça existe en Suisse, ça existe au Canada. Mais
Ça existe dans un écosystème qui n'est pas le nôtre. Le nôtre qui est d'une très faible intensité démocratique sur tous ces sujets. Nous sommes un pays où les dirigeants politiques, ça va de M. Macron à M. Mélenchon, peuvent tenir des discours contre, en tant que tel, contre la presse. De ne pas accepter ce pluralisme et cette diversité de la presse. Et le quatrième point, c'est ce qu'a dit M. Macron dans une interview, déclaration au Point, où, et là on est sidéré en termes de culture politique, en termes de culture démocratique, de quelqu'un qui s'est présenté comme un libéral économique, mais aussi libéral politique, comme un élève de Ricoeur. Eh bien, cet homme dit il nous faut une information neutre. L'information n'est pas neutre. Encore une fois, l'information, Camus tout à l'heure, elle est diverse, il y a un journalisme d'idées, elle est honnête, et nous rendons compte de l'honnêteté, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il dit une information neutre, et il faut que l'État finance des structures pour garantir cette information neutre. On est chez Poutine, on est chez Erdogan, on est chez Trump, mais je ne sais pas où on est là. Et le même homme a dit quand même, quand il a pris la défense de Benalla en juillet, au tout début, et ils ont continué à le défendre, hein, vous avez suivi ce qui s'est passé au Sénat, le rapport rendu aujourd'hui, il dit « Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité ». C'est-à-dire, nous avons un chef de l'État, gardien de la Constitution, qui dit que la presse ne cherche plus la vérité. Tenez-vous qu'il y ait des agressions de journalistes. Tenez-vous qu'il y ait des campagnes violentes contre des journalistes. Ça vient d'en haut, ce discours. Et cette phrase était une antiphrase, évidemment. C'était « j'ai peur de cette presse qui cherche la vérité ». Et heureusement qu'il y a une presse, Mediapart notamment, qui cherche les vérités que l'Élysée cache. Donc en clair, nous avons actuellement, et je pourrais citer aussi ce qui s'est passé sous le quinquennat précédent au prétexte du terrorisme, nous avons retiré des délits d'opinion de la loi protectrice, la loi de 1880. La loi de 1881 protège aussi votre liberté de dire. En 2014, c'est-à-dire avant les attentats terribles, dans des contextes culturels nationaux différents, où nous avons des pouvoirs qui servent des intérêts sociaux minoritaires, qui empruntent des cours autoritaires. Et leur façon de prétendre défendre la société, c'est de s'en prendre, en fait, aux libertés que la société peut utiliser pour défendre ses propres intérêts. Mais donc, en fait, vous êtes contre la loi de fake news, vous êtes également contre la loi du secret sur le secret des affaires, mais du coup, qu'est-ce qui est ressorti de l'Assemblée que vous avez pu faire avec les différents membres de l'Assemblée nationale, avec les différents députés? Ce rapport d'or, c'est la législature. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport, justement? Il faudrait le détailler, c'est-à-dire qu'il y a l'idée, au contraire, d'aller vers le haut, de ne pas avoir peur. En clair, pour dire les choses franchement, la révolution industrielle qui donne la loi de 1880, c'est la précédente, c'est l'électricité. Il y a eu machine à vapeur, électricité numérique. Dans tous ces débats, et à chaque fois il y a une nouvelle révolution, il y a une révolution de l'information. Et il y a des élites qui se sentent dépossédées, elles ont peur. Elles ont peur des nouvelles à la main de la Révolution française. Elles ont peur du bouillonnement des journaux républicains. Et donc, qu'est-ce qui est fait en 1881 après? Voilà. C'est dire non, il ne faut pas avoir peur, il faut parier sur la liberté. Et la liberté, ça peut être libérateur. Et simplement, par exemple, il y a une notion très essentielle qui est la neutralité du numérique. Que le numérique ne soit pas sous le contrôle des opérateurs privés. C'est compliqué que dans notre pays, quand même, 2 des principaux propriétaires de médias aujourd'hui sont également des milliardaires de la téléphonie mobile, grâce à l'État, et des fournisseurs d'accès. Et si demain ils pouvaient faire le tri, et si demain Google, qui essaye d'échapper à l'impôt en finançant la presse, pouvait faire le tri aussi. Donc cette question, par exemple, de la neutralité du net est une question essentielle. Bien sûr, mais en fait, là n'était pas tout à fait ma question. Allez-y. Ma question était plus... en fait, il y a quand même une prolifération des fake news qui peut quand même poser problème au niveau de l'information parce qu'elle la décrédibilise, y compris. Donc, est-ce que c'est vraiment le rôle du journaliste d'investigation d'arriver en fait à recrédibiliser justement l'information, et comment, d'un point de vue législatif, on pourrait réussir à lutter contre ces fake news? Je comprends bien que vous soyez contre la loi des fake news, mais il faut bien quand même instaurer un cadre législatif pour arriver à recrédibiliser. Mais on a un cadre, on a une loi. Qu'est-ce que c'est que cette loi sur les fake news? Sincèrement, toutes les organisations... Je vous demande ce que vous proposez. Mais moi, je propose de renforcer la loi de 1880. D'accord.
je propose que les procédures en diffamation pour la presse ne durent pas, qu'ils aient plus de moyens, les magistrats qui s'en occupent. Que nous avons montré que le numérique peut être plus vertueux sur le contradictoire. Un droit de réponse dans Mediapart, il est lié à l'article concerné. Il est sous l'onglet prolongé. Il est désormais indispensable de l'article. Alors qu'au contraire, dans la presse papier, il est 15 jours après et dans un coin du journal. Le rectificatif est présent dans la boîte noire. Les questions déontologiques sont expliquées. Le dialogue avec les lecteurs par un journal participatif. Donc il y a plein d'armes. Quand il y a eu ce projet de loi qui est encore au Sénat, toutes les organisations de défense des droits et des journalistes ont dit au gouvernement, vous nous dites que c'est pour les boots russes. Hein, on va vous intoxiquer de plein de fausses nouvelles. Les Russes qui sont à l'Élysée, hein, contrat russe, M. Benalla. Hein. Pour l'instant, on n'a pas questionné M. Macron, mais il est négocié pendant que M. Benalla est l'homme de confiance de M. Macron. Beaucoup de points d'interrogation quand même. Hein, un oligarque russe totalement proche de M. Poutine, c'est quand même ça qu'on a révélé, et que le Sénat parle d'atteinte aux intérêts nationaux dans son intervention ce matin. Quand même, nous avons une presse très suiviste, des médias très suivistes aux États-Unis, mais tout ça ferait la une de toute la presse de qualité, le contrat russe. Ce serait énorme, je dis ça juste sur le climat médiatique dans lequel on est, et où la dépendance économique n'est pas indifférente. D'avoir des médias privés, nous sommes la seule grande démocratie dont tous les médias privés sont propriétés d'industriels extérieurs au métier de l'information et en lien de clientélisme avec le pouvoir public. Donc, la loi sur les fake news, très honnêtement, RSF, tout le monde, Reporters sans frontières, on leur dit, vous nous dites que c'est les boots russes. Ok, ça existe, ça peut faire des dégâts pendant une campagne présidentielle. Et vous nous dites que ça n'empêche pas le travail légitime des journalistes et que, par exemple, l'enquête de Mediapart n'est pas concernée. Qu'est-ce que nous leur avons demandé? Préciser dans la loi que le travail des journalistes professionnels n'est pas concerné et qu'il relève de la loi de 1881. Comme c'est bizarre, ils n'ont pas voulu l'ajouter. Mais par ailleurs, il y a effectivement une confiance qui s'est érodée effectivement envers le pouvoir, mais également envers les journalistes. Ça a pu se traduire via, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes qui s'en est pris aux journalistes de nombreuses fois. Comment lutter contre ce phénomène qui est relativement nouveau? Et est-ce que, selon vous, faut-il prôner plus de transparence? Mais nous sommes, nous sommes un laboratoire, comme on dit, un laboratoire de recherche pour démontrer ça. Avant de débattre déontologie, il faudrait exiger que le capital des médias soit transparent. C'est très intéressant. Relisez Camus et ses premiers éditoriaux dans Combat. Il dit cette question de l'argent. La presse de la collaboration, elle tombe dans la collaboration parce que c'était une presse totalement liée aux intérêts financiers dominants. Et nous savons que les intérêts économiques dominants français ont choisi de collaborer. Que les élites de ce moment-là ont choisi de collaborer avec Vichy. Donc cette question, ce n'est pas une question abstraite. Pour Camus, cette indépendance par rapport à l'argent était important. Pourquoi je vous dis ça? Prenez Le Monde. Et pour moi, c'est une pitié, puisque c'est un journal où j'ai travaillé 25 ans et où j'ai été en responsabilité dans le cadre de son actionnariat de référence de l'époque. J'étais vice-président de la Société des rédacteurs. Quand vous allez au moment récent où un industriel tchèque est rentré dans le capital du Monde, débat, ce Kretinsky qui possède Marianne, qui a racheté des journaux au groupe Lagardère, qui est industriel de l'énergie, il n'a rien à voir avec l'information, donc il s'achète un ticket de respectabilité auprès des élites, des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques. Débat dans la rédaction du Monde, articles, etc. Et vous allez sur le site du Monde, vous découvrez que Le Monde Libre, ça s'appelle comme ça, qui possède 70% du capital du Monde, où il y a M. Niel, où il y a M. Pigasse. Eh bien, la répartition de ces 70% est secrète et confidentielle. Donc impossible de savoir comment leur capital bouge entre eux depuis la mort de Pierre Berger. Ce n'est pas normal. Le capital de toute entreprise, de presse, de médias d'information devrait être transparent. Deuxièmement, les aides publiques, bataille que Mediapart, avec notre syndicat professionnel, avons menée. Nous ne touchons pas un centime d'aide publique. Nous sommes contre les aides directes. Quel est le groupe de presse qui reçoit le plus d'argent public chaque an? Grâce à nous, vous le savez. LVMH, numéro 1 mondial du luxe, premier annonceur, M. Bernard Arnault, 4e fortune mondiale, propriétaire du Parisien, propriétaire des Échos,
propriétaires de radio classique. C'est pas normal. Si ces journaux ont des difficultés, il doit payer de sa poche. Il n'est pas normal qu'il y ait un argent direct. Deuxième bénéficiaire, SFR Presse, Monsieur Drahi. Ce n'est pas normal. Donc tout ça on devrait assainir. Les comptes de chaque journal, de chaque média devraient être publics chaque année, d'autant plus s'ils touchent des aides publiques. Et non seulement des aides publiques, mais des subventions privées. On nous parle de la lutte contre les fake news. Qui finance Check News à Libération? Qui finance les décodeurs au monde? Facebook. Alors, on s'achète une conduite. Facebook, c'est l'algorithme qui fait qu'on va vous envoyer vers vos opinions au lieu de vous faire découvrir des informations. Le travail du Check News et des décodeurs est formidable, mais sur Libé et sur Le Monde. Mais vous voyez bien que toutes ces questions-là devraient être publiques. Les croisements d'intérêts. Et donc, nous demandons, et nous prouvons ça. Vous savez que Mediapart, alors je pourrais multiplier les exemples. La confiance, eh bien sûr, Mediapart est saisi parfois par des polémiques. Parfois, nos lecteurs nous critiquent, ne sont pas d'accord avec telle ou telle enquête, telle ou telle révélation. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On en rend compte. Ils peuvent, dans le club de Mediapart, qui est en free speech, nous critiquer à la loyale, nous contester. Et nous-mêmes, dans ces cas-là, nous faisons des émissions où nous répondons en live, comme ce soir, à leurs questions. Donc ce contradictoire, ce participatif permet de rétablir la confiance. Et enfin, une presse qui est d'abord au service du public, c'est-à-dire par ce qu'elle fait. Je vais vous donner un exemple sur les Gilets jaunes, et où la popularité de Mediapart fait que quand il y a eu la tentative de perquisition, il y a eu un rassemblement spontané de Gilets jaunes le lendemain au pied de Mediapart. Je suis sidéré par ça. On est dans le multimédia, donc on fait du texte, on fait de la photo, on fait de la vidéo, on fait du son, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des reportages de longue durée sur le terrain pour sortir de la vision des Gilets jaunes uniquement les incidents d'une manif ou les leaders autoproclamés. Et puis enfin, on a repéré un endroit où il se passait beaucoup de choses qui étaient Commercy, à l'Est. Et où ils ont fait l'Assemblée des Assemblées, 75 délégations. Et on a passé 2h30 d'un live. On a assisté à leur assemblée, et ensuite 2h30 d'un live. Bon, quand même, la télévision qui faisait, dans mon enfance, Interville, la télévision des radios crochets, la radio, mais enfin quand même, les chaînes d'infos en continu, le service public, France Inter, France Info, mais se poser pendant 3 heures sur un rond-point pour comprendre ce qui se passe, donner la parole, personne ne l'a fait. C'est pas normal. Prendre son temps, hein, c'est-à-dire pas seulement prendre son temps, c'est-à-dire prendre son temps pour donner cette parole directe et l'écouter et comprendre. Et dans ce cas-là, on comprendrait que c'est bien sûr autrement complexe qu'une polémique, qu'un incident scandaleux, qu'une violence, etc. On rencontrerait la complexité. Donc qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il faut d'abord inciter le journalisme à être tiré vers le haut du côté de ce service du public et pas rentrer dans une logique où les pouvoirs publics, qui sont dans une défiance à l'égard de l'information, appellent à faire la police de l'information. Ça, c'est une régression. Je vous voyais douter de ma réponse, hésiter. Allez-y. Hein. Non, pas du tout. C'est juste que en fait, on va revenir au financement. Donc vous avez dit dans un premier temps, qui est effectivement une question primordiale dans le journalisme, étant donné que c'est ce qui définit l'indépendance, en grande partie, comme vous l'avez expliqué. Mais du coup, j'ai quand même quelques questions. Par exemple, au choix de Mediapart, sur les choix de Mediapart, vous avez donc choisi 3 actionnaires différents. Donc principalement 60% c'est des fondateurs. C'est ce qui est marqué sur votre site. Oui, j'ai repris exactement ce qui est marqué sur votre site. Ensuite, il y avait les partenaires qui ont donné 1,2 million d'euros, qui étaient Jean-Louis Bouchard et Thierry Willem, qui sont tous les deux à la tête de ECS et de Eurocom, je crois. Et enfin, vous avez donc une société des amis de Mediapart qui donc, elle a participé au tour de table et a donné 500 000 euros. Dans cette société, il y a tout de même Xavier Niel. Je sais qu'il a donné, je pense, quelque chose de, à mon avis, pas grand-chose, mais il reste quand même, il est quand même présent. Du coup, j'ai quand même une question à vous poser. Pourquoi vous choisissez ces mécénats privés et pourquoi vous les préférez en fait aux subventions publiques?
Mediapart, on constitue notre capital en 2007-2008. Je vous rappelle que ça se fait en 2007. Hein. On est là, on parle aujourd'hui avec une décennie du numérique, où la massification du numérique existe. La tablette n'existait pas, 2007-2008. Pourquoi je dis ça? Parce que le crowdfunding n'existait pas. Et y compris des techniques de ce qu'on fait là, au niveau de la vidéo, n'existaient pas. Donc nous sommes à l'orée, il n'y avait pas le financement participatif. Donc nous, au départ, faut rappeler l'histoire, nous on avait un projet professionnel, on était assez convaincus de notre pari, mais pour le réussir, on voulait avoir les moyens financiers de tenir pendant 3 ans. On n'allait pas commencer en faisant le blog d'Edoui Plenel et de ses copains, ça n'avait aucun intérêt. Il fallait avoir les moyens d'avoir une rédaction qui échappe à la précarité, correctement payée, qui n'ait pas de soucis pendant 3 ans. Puis si au bout de 3 ans, on n'a pas passé le cap, break-even, comme on dit dans le langage du business, eh bien dans ce cas-là, on se poserait des questions. Et heureusement, on l'a passé au bout de 2 ans et demi. Donc on avait mis la barre, pour moi, il fallait au minimum 3 millions pour partir, et finalement, Mediapart aura coûté l'un dans l'autre entre 5 et 6 millions jusqu'à son point d'équilibre. Et donc, dans ce moment-là, moi, je ne me voyais pas comme un entrepreneur. La directrice générale que je découvre grâce à quelqu'un dont je vais parler, qui est le président de la Société des Amis de Mediapart, qui était en Chine à ce moment-là, bon, on se dit, on va faire, voilà, on a fait classique. Moi, je me suis dit, il y a peut-être de l'argent politiquement libéral en France. Au même moment, je ne sais pas, certains vont aux États-Unis, il y a ProPublica, qui est un site d'investigation, qui est financé en même temps que le lancement de Mediapart. C'est Journalism in Public Interest, c'est les questions du début, l'intérêt public. Et ProPublica est financé 10 millions de dollars par un couple de banquiers. Des banquiers disent, allez, vous pouvez même venir enquêter sur nous, c'est pas de problème. Bon, moi, je me disais, dans ma naïveté, les gens, je suis un emmerdeur, je dérange, ok, mais c'est utile, et moi, je sais parfaitement que tout le monde a besoin d'informations. On est embêté quand ça vous dérange, mais on est content de les avoir sur les autres. Donc je me suis dit, on va trouver de l'argent. Donc au début, on ne voulait pas chercher de l'argent pour nous-mêmes. Et je répète, il n'y avait pas le financement participatif. On fait des dizaines de rendez-vous, pas un centime. Pas un centime. C'est là que se fait le basculement où j'hypothèque, enfin c'est ma compagne puisque c'est un appartement qu'elle venait d'hériter à la mort de son père, et moi je fais un emprunt que je mets 10 ans à rembourser, un emprunt personnel. Et si je n'avais pas pu le rembourser, on perdait cet appartement. Pareil, la directrice générale fait pareil, les autres cofondateurs également mettent une partie de leurs économies, comme moi je mets une partie de ce qui me restait des indemnités de départ du Monde. Et là on se dit on va faire une société des amis. C'est-à-dire, on va demander, il y avait des avantages fiscaux pour les gens qui mettent de l'argent dans des petites entreprises et tout. La Société des Amis, président, vous avez reçu Cédric Villani, eh bien, c'est quelqu'un dont Cédric Villani a été l'étudiant et qui a été le prédécesseur de Cédric Villani à la tête de l'Institut Poincaré, juste à côté d'ici. C'est Michel Brouet, pour les matheux s'il y en a ici, un mathématicien, algébriste, qui a longtemps dirigé les maths à l'école normale supérieure. C'est un peu mon frère, pourrait-on dire. Et donc Michel, c'est pour dire, c'est pas le monde du business. Et là, dans cette Société des Amis, il y a 88 personnes qui vont mettre de l'argent. Niel, je le rencontre via un pirate du net, pourrait-on dire, Laurent Chemla. Si vous connaissez un peu l'histoire du numérique, c'est lui, il avait fait Journal d'un voleur. C'est lui qui a créé Gandhi, là où on achète des noms de domaine. Et il a expliqué comment il se faisait de l'argent finalement avec rien. Et c'est quelqu'un de formidable qui nous accompagne, qui est un activiste des droits du numérique dans le cadre de la Quadrature. Et à l'époque, il s'occupait de la fondation Free. Free, à l'époque, c'est pas le Niel d'aujourd'hui. C'est un fournisseur d'accès. Il n'a pas fait la bascule dans l'autre monde. Et il est du côté de ce monde du bouillonnement numérique. Il n'est pas passé à opérateur de téléphonie. Il est millionnaire, il n'est pas milliardaire à ce moment-là. Et il aide un peu tout le monde comme ça. Bon. Et il met un peu d'argent, mais il n'a jamais eu, comme les 88 contributeurs, la Société des Amis, ils ne sont pas actionnaires directs. L'actionnaire, c'est Michel Brouet. Et enfin, les deux autres personnes que vous trouvez, c'est par pur hasard, parce que l'une, Jean-Louis Bouchard, lui s'est révélé être un libéral. Il a grandi aux États politiquement, au sens libéral à l'anglo-saxonne. Il a fait un grand groupe de leasing informatique, Econocom, qui est
Et il avait travaillé avec Marie-Hélène Suméjean, notre directrice générale, et lui, il a dit, je vais avoir 3 contrôles fiscaux, je vais être emmerdé, je vais me fâcher dans mes dîners en ville, parce que tout son monde est aussi celui qu'on embête, mais on a besoin d'une presse libre. Donc il a dit oui, ça c'est lui, Jean-Louis Bouchard, et il est resté fidèle, avec des moments, des bagarres. Par exemple, je peux le dire, il l'a raconté. On sort l'affaire Bettencourt met à mal Éric Woerth à l'époque, et c'est un grand copain d'Éric Woerth. Ah, il n'était pas content. Ah oui, mais voilà, la presse indépendante. Et on a discuté. Bon, après, il est libre s'il voulait s'en aller ou pas, voilà. Bon. Et le dernier, Thierry Willem, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours aidé, était du côté quand même du bouillonnement de la société. Il a financé longtemps la Gay Pride, il a financé longtemps Politis, dans la presse un peu de gauche. Et en fait, quelqu'un m'avait dit d'aller le voir. Et il n'a pas fait du love money, comme on dit. C'est sur la base vraiment du business plan qu'il a dit oui, on peut y aller. Parce que ce que je voudrais juste vous dire, pour le contexte, nous on parle de Mediapart comme un journal là. Mais en fait, pour moi, c'est une histoire d'entreprise. Mon défi était un défi d'entrepreneur. Le journalisme dont on parle, je l'avais déjà fait. Et je savais qu'on saurait le faire. Alors, au point qu'on le fait, ça dépasse toutes mes espérances, c'est un bonheur, toute cette équipe, tout ce savoir-faire accumulé, ce dynamisme, etc. Bien sûr que c'est formidable. C'était notre ADN, mais je savais que ça, on savait faire. En revanche, ce que j'étais pas sûr qu'on réussisse, c'est de montrer qu'on pouvait faire une entreprise de presse indépendante, rentable, profitable, en ne faisant que du journalisme. 11 ans de Mediapart, 8 ans d'exercice profitable. Taux de résultat, 16-17% du chiffre d'affaires. C'est ça, Mediapart. On ne verse pas de dividendes, on réinvestit ou on met en économie. C'est ça l'histoire de Mediapart. C'est de montrer qu'on peut gagner comme ça. Merci beaucoup, monsieur Plénel, pour ces précisions. Elle vous régit et c'est monsieur Jean-Louis Alperlin qui va venir en discuter avec vous. Qui est juriste. Voilà, alors monsieur Jean-Louis Alperlin est professeur d'histoire du droit. On pourrait le considérer comme en fait le directeur du département de droit s'il existait de l'ENS. Et donc son regard, qui n'est certes pas de spécialiste du droit des médias, va effectivement pouvoir nous apporter un point de vue distancié, le point de vue distancié du chercheur pour questionner toutes ces questions d'actualité brûlantes. Donc monsieur Alperlin, je vous propose d'aborder le sujet qui vous intéresse le plus et peut-être de finir par une question que vous adresserez à monsieur Plénel. Je vous remercie de votre invitation. En vous écoutant, je pense que ma tâche est quand même difficile. J'enseigne le droit, comme vous l'avez dit, comme généraliste. Je ne suis pas spécialiste du droit de la presse. Je suis chercheur en histoire du droit, c'est-à-dire que j'enquête sur les droits du passé, un petit peu du présent, mais avec un regard externe qui ne porte pas de jugement de valeur. Je ne suis pas sûr que votre micro soit encore branché. Je crois qu'il a été déconnecté, c'est pour ça. Comme jugement de valeur, voilà, sur ce qui serait le bon ou le mauvais droit. En vous écoutant, en plus, c'est ce qui me rend la tâche difficile, vous nous avez dit que vous n'étiez pas au-dessus des lois, que la loi de 1881 était très bonne et que c'était votre code de la route et que vous aviez plus grand respect pour les décisions des tribunaux. Donc que dire de plus pour un juriste? Alors je voudrais d'abord, c'est ma première question, j'en aurai 3, si vous permettez, vous ramener sur les transformations qu'a connues le droit français ces dernières années sur ces questions et sur le journalisme d'investigation. Des transformations, vous l'avez dit, qui sont beaucoup liées aussi à la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg. Il y a eu 2 lois, 2010-2016, qui ont voulu à la fois renforcer le secret des sources et des informations pour les journalistes, et en même temps la présomption d'innocence. La loi de 2010, dans mon souvenir, elle a été critiquée par tous les syndicats de journalistes. La loi de 2016, son article le plus important, dans le texte qui avait été voté par le Parlement, il a été censuré par le Conseil constitutionnel, et cette censure a été aussi aux grandes dames des journalistes, puisque l'article censuré donnait aux journalistes une très grande immunité en matière de recel de la violation de certains secrets.
Donc je voudrais savoir quelle est votre stratégie à Mediapart face à ce contexte législatif. Est-ce que c'est respecter à la lettre ces lois que vous avez pourtant critiquées? Est-ce que c'est une stratégie, comme diraient les avocats, de rupture, montrer les limites, peut-être les absurdités de ces lois au risque de les violer et d'aller à la confrontation judiciaire? Peut-être une position intermédiaire entre les deux? Non, les tribunaux spécialisés dans la presse savent bien y compris cet article qui a été retoqué pour des mauvaises raisons, je trouve, par le Conseil constitutionnel, recouvre une réalité qu'ils jugent très régulièrement. C'est-à-dire, en clair, ces poursuites pour recel. Ces poursuites pour recel sont une façon détournée, biaisée, d'instrumentalisation du droit pour... au fond, atteindre le droit fondamental dont je parlais tout à l'heure. Je m'explique, c'est très simple. Il y a un secret de la défense nationale. Il y a l'intimité de la vie privée. Il y a un secret de l'enquête judiciaire et policière. Il y a toutes sortes de secrets et qui sont légitimes. Et nous révélons des choses qui vont parfois à l'encontre de ces secrets. Un document qui a un tampon secret défense. Un enregistrement qui a été fait dans un contexte privé. Un document d'une enquête judiciaire. Et nous en rendons compte comment? Dans la loi de 1881. Est-ce qu'il était légitime de le faire? Nous ne sommes pas receleurs. Le recel, c'est une façon de nous détourner de cela. Et la meilleure preuve de cela, c'est qu'il y a eu une jurisprudence jusqu'en cour de cassation. C'est que quand on est poursuivi pour diffamation, dans notre offre de preuve, alors qu'il y a un secret d'enquête, nous pouvons apporter des pièces d'un dossier d'instruction. C'est-à-dire, pour démontrer la vérité de ce que nous publions, les tribunaux considèrent qu'est valable le fait d'apporter des pièces qui sont théoriquement couvertes par le secret de l'enquête. Sur la question du secret des sources, ce qui est regrettable, et ça on revient toujours sur cette faible culture démocratique française qui est intarissable là-dessus, qui va avec son présidentialisme, son césarisme. Il y a une loi formidable en Europe. Et nous avions dit, c'est la loi qu'il faut prendre, c'est la loi belge. La loi belge est formidable. Elle dit qu'il y a des circonstances où, en effet, on peut obliger un journaliste à donner ses sources. On peut obliger un journaliste à donner ses sources. Alors la loi belge dit quelles circonstances? D'abord, il faut que ce soit un juge indépendant. Et il faut qu'il y ait une sorte d'état de nécessité, une urgence, pour sauver quelqu'un, pour protéger quelqu'un. Et cette urgence, en effet, elle est rapportée à des individus, à des droits de l'individu. Ça ne peut pas être l'urgence de l'État. Ça ne peut pas être l'urgence d'un pouvoir. Donc, par exemple, je sais, il y a une prise d'otage, et une enquête fait qu'on pense que les sources que j'ai eues font que je peux savoir où est cette prise d'otage. Là, dans la loi belge, un juge indépendant peut me demander de donner ma source. Et donc, ce n'est pas ça qui a été fait. Et donc, bon, on a un secret des sources, mais vous voyez bien dans l'épisode récent, c'est quand même sidérant, sur une lettre. Je raconte juste l'histoire. En 2 mots. J'en profite dans ce petit silence pour dire à nos auditeurs que le recel d'informations, de violation d'informations confidentielles, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende que vous risquez. Et parfois, les journalistes sont condamnés. Mais pas au maximum de l'emprisonnement. Moi, j'ai publié plein de documents. Mais justement, donc ma question, c'était jusqu'où êtes-vous? Mais encore une fois, si j'estime que le public a le droit de savoir l'information que j'ai, je le publie. Et j'en rends compte dans le cadre normal. Mais j'en rends compte à la loyale. C'est pour ça que je voulais parler de la tentative de perquisition. Quelqu'un a une histoire folle. Une histoire folle. Je sais très bien ce que nous faisons en publiant ces enregistrements, le jeudi. Le jeudi, des personnes qui sont de l'entourage de tout ce petit monde sur lequel nous enquêtons informent un hebdomadaire Valeurs Actuelles et leur disent des choses. Valeurs Actuelles pose des questions à Matignon. Et Matignon dit non, on dément.
Mais Matignon considère que de ces questions, elle doit faire une lettre au procureur de la République. Et le procureur de la République de ça décide, dès le jeu, vendredi, je vais organiser une perquisition à Mediapart pour connaître leurs sources, les conditions de l'enregistrement et ainsi de suite. Au même moment, les juges indépendants, et là vous avez la réponse à comment je travaille, disent vous avez publié ces audios, nous on les veut pour voir s'ils sont intègres. Non seulement je dis je vais vous les donner, mais je vais même en ajouter un qui vous permet de les dater. Et donc on devait les remettre. Depuis, vous voyez la suite, c'est la semaine dernière seulement que le parquet ouvre une enquête préliminaire sur entrave à la vérité, c'est-à-dire les faits révélés par notre enquête. Donc voilà, encore une fois, vous êtes historien du droit, et vous savez bien, et c'est bien toute la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que nous sommes dans... Le droit, c'est pas un absolu du droit, c'est en permanence, check and balance, un conflit de droits. Et il y a des droits fondamentaux qui peuvent s'opposer à d'autres droits fondamentaux. Et c'est ce conflit qu'au bout du compte, on arbitre. La Cour européenne des droits de l'homme est saisie, par exemple, de la censure dont a été victime Mediapart. Je ne l'ai pas levé, 70 articles ont été censurés sur les audios de l'affaire Bettencourt. Je pourrais la lever, nous avons gagné. Nous avons gagné, nous avons été relaxés, intérêt public. Je ne la lève pas, pourquoi ? Parce que nous poursuivons l'État français devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'audience aura lieu cette année ou l'année prochaine. Et j'espère bien que sur l'abus de droit, qui était un détournement de la question de l'atteinte à l'intimité de la vie privée et un abus de la procédure dite de référé, faite par les mêmes gens qui abusaient de Mme Bettencourt, de sa faiblesse, eh bien, on va le faire acter par la Cour européenne des droits de l'homme. Je dis ça parce que quand j'écoute ce qui se dit, y compris sur nos révélations récentes dans les médias, de certains responsables politiques, j'aimerais leur dire d'aller tous à vos cours, à vos séminaires, parce que vraiment, leur culture juridique sur ces questions me paraît bien faible. Et justement, quand vous révélez ce genre de documents, vous mettez aussi la justice en péril, en fait. Enfin, vous entravez justement à ce secret d'enquête. Et du coup, les informations que vous révélez peuvent également influencer tous les citoyens, mais également les jurés et les juges, et biaiser cette enquête. Alors, qui est en cours. C'est vraiment exactement l'inverse avec Mediapart, parce que Mediapart, c'est pas le journal de PV, le journaliste de PV, hein, d'être parasite d'une enquête, c'est justement d'avoir notre propre agenda. Et si vous faites le bilan de Mediapart depuis 11 ans, notre particularité, c'est de sortir des informations avant qu'elles soient judiciarisées. Et même, et même dans le cas récent de l'affaire Benalla, c'est le fait, alors qu'il y a une enquête, mais comme tout le monde est tétanisé, service du roi, président de la République et tout, eh bien c'est de trouver les infos que la justice ne trouve pas. Les passeports diplo, qui les a trouvés? Mediapart. Le contrat russe, qui les a trouvés? Mediapart. La concertation de gens qui ne doivent pas se réunir, parce que la justice leur interdit de se réunir, ils sont en prison depuis hier à cause de ça, pour effacer les preuves, qui a révélé? Mediapart. Donc nous aidons la justice. Alors vous avez eu ce rôle très important de chien de garde, d'aide à la justice pour déclencher ces affaires. Maintenant qu'il y a des enquêtes judiciaires, pas des enquêtes préliminaires, des enquêtes menées sous l'autorité de juges d'instruction, votre tâche n'est-elle pas de se taire d'une certaine manière, de laisser l'enquête se dérouler dans le respect de la présomption d'innocence et dans l'attente, même si elle est longue, mais il faut avoir de la patience pour arriver à la vérité judiciaire, pas que c'est la vérité absolue, mais pour arriver à la vérité judiciaire, il faut avoir la patience d'attendre les audiences publiques. Et si les audiences qui mettent fin à un procès, avec toutes les voies de recours encore qui sont possibles, sont publiques, l'instruction, elle, doit conserver un aspect de secret, à la fois dans l'intérêt de la poursuite, si les personnes coupables savaient d'avance ce qu'on leur reproche et les investigations qui vont être faites, elles auraient sans doute des moyens d'échapper à leur sort, et puis bien évidemment pour protéger la présomption d'innocence. Alors, est-ce que vous avez cette prise de position de dire « je lance l'affaire, j'aide la justice, merci, et après, je laisse la justice faire ». Une fois dit, M. Alpérec, vous ne trouverez jamais dans Mediapart des informations qui aient pu entraver une enquête ou empêcher les enquêteurs de travailler ou alerter ceux sur qui ils enquêtaient. Une fois dit ça, c'est pas à vous que j'apprendrai que dans votre question du silence,
il y a ce grand problème français de la procédure qui n'est pas la procédure anglo-saxonne. En Grande-Bretagne, il y a ça. Il peut y avoir ça sur ce grand silence, mais c'est la procédure accusatoire ou aux États-Unis. Et nous sommes dans cette procédure inquisitoriale avec son vrai problème, ou inquisitoire, peu importe, mais qui est le poids du parquet. Je vais vous en donner un exemple. Les juges indépendants qui sont nommés au début de l'affaire Benalla. Ils demandent un supplétif au parquet. Sur quoi? Sur l'effacement des preuves. Puisqu'ils n'ont pas pu faire la perquisition, Benalla dit « j'ai pas la clé, oh, c'est ma copine, j'ai pas son téléphone. » Puis du coup, il faut revenir. Puis du coup, entre-temps, on a fait le ménage, il y a un coffre qui a disparu, etc. On ne sait pas pourquoi. Et puis pareil à l'Élysée, tout ça. Donc ils demandent au parquet un supplétif pour cette question de l'effacement des preuves. Le parquet refuse. Le parquet a refusé. Et l'enquête préliminaire qui a été ouverte vendredi dernier, on l'a appris aujourd'hui, c'est parce que Mediapart a trouvé ce qu'on a trouvé. Alors que c'était comme le nez au milieu de la figure, c'était la lettre volée d'Edgar Poe. Depuis le début, on sait qu'il y a eu effacement de preuves. Et donc, quand même, cette question du parquet, et dans une époque où, au prétexte en plus de la sécurité, c'est enquête préliminaire partout. Et vous avez une garde des Sceaux aujourd'hui, qui était membre du Conseil constitutionnel il y a peu, qui en permanence fait des déclarations sur les consignes qu'elle donne non seulement au parquet, mais aux tribunaux, dans le cadre des manifestations récentes. Vous avez eu le Canard enchaîné qui a publié ce téléx envoyé en disant « Voilà comment il faut arrêter les gilets jaunes, et même s'il n'y a pas d'éléments très sérieux et très consistants, il faut les garder. » Cette question de l'indépendance du parquet n'est pas une petite question en France, cette question de l'égalité des armes. Hein, l'erreur du parquetier, comme on disait dans l'histoire, hein, qui fait... Alors aujourd'hui, vous savez que les partis sont en dessous, hein, le procureur il est au-dessus de nous, il n'est pas à égalité, c'est pas comme dans les films de Capra, vous avez le ministère public et les avocats. Mais ça a des conséquences, et je vais vous en donner un autre exemple. Quand on a fait nos 10 ans, quelqu'un dont on est très proche à Mediapart est Roberto Scarpinato. C'est le dernier des grands procureurs anti-mafia, c'est le procureur général de Palerme. C'est le dernier survivant de Falcone, des autres, c'était ses amis. C'est lui qui parle dans les cérémonies de ceux qui ont été assassinés par la mafia. Il vit sous protection depuis 25, 30 ans, etc. Et en Italie, on sait qu'il y a une mafia. On sait que cette mafia, elle peut monter jusqu'au pouvoir politique. On sait des choses comme ça. Et il y a des résistances dans la société. Mais comment on le sait ? Il y a une presse, certes, mais il y a un parquet indépendant. C'est lui qui a réussi à montrer qu'il y avait la mafia d'en bas, militaire, et la mafia d'en haut jusqu'à la démocratie chrétienne. Et il a réussi à le faire parce qu'il est indépendant. C'est-à-dire que quand il faisait ses enquêtes hypersensibles, hein, avec des risques physiques très importants, il ne prévenait personne du pouvoir exécutif. Et du coup, il pouvait, avec les législations anti-mafia qui n'existent pas chez nous, nous n'avons pas la législation sur la haute criminalité, et notamment la haute criminalité financière, équivalente aux législations spécifiques sur le terrorisme, comme il y a en Italie. Hein, pourquoi il y a cette crispation sur les audios? Il l'explique, hein, ça s'appelle Il ritorno del principe, le retour du prince, son livre, qui est un formidable livre. Hein, c'est vraiment un intellectuel de la magistrature. Et évidemment que les audios, c'est très important dans ces enquêtes-là. Parce qu'il y a des façades sociales. Et il y a une façon de construire et d'organiser le secret du crime. Et l'audio démasque. Et il racontait, par exemple, il y avait un notable de Palerme, de la bonne bourgeoisie de Palerme, et il savait par des indices qu'il devait être dans la coupole. Bon, il l'arrête sous un prétexte. Pendant qu'il l'arrête, il sonorise son appartement, et il le relâche. Et puis après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la journée d'un bourgeois de Palerme, mais pas n'importe quel bourgeois. Il reçoit la famille, il est médecin, il est ou avocat, je ne sais pas, et tout. Et puis vers le soir, il y a des drôles de personnes qui viennent prendre les consignes. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, il est en prison. Donc, ce que je veux dire, c'est que derrière il y a notre débat français, c'est vraiment mon refrain, renvoie aussi... Et c'est pour ça que je parle du comportement de l'actuelle garde des Sceaux. Je suis scandalisé qu'on ait une garde des Sceaux qui, elle juge l'enquête Benalla. Elle a, en tant que garde des Sceaux, elle n'a pas respecté l'indépendance de la justice. Elle a dit, mais c'est une faute personnelle.
Elle a déjà décidé de ce qu'elle... Écoutez, lisez le rapport du Sénat d'aujourd'hui, et vous voyez comment c'est une régression de culture de droit. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a dit aujourd'hui « c'est un scandale que le Sénat empiète sur le pouvoir exécutif ». Mais il n'a pas lu la Constitution. Le Parlement, il vote les lois et il contrôle le pouvoir exécutif. C'est son travail. Et donc vous voyez comment des choses se diffusent qui, mine de rien, marquent une très grande régression. Vous êtes venu vers ma troisième question. Je ne vous répondrai pas comme défenseur de la garde des Sceaux ou du parquet. Chacun a son opinion. Et je comprends vos raisons, il n'y a pas de doute. Est-ce que vous n'instaurez pas la presse et votre rôle en super parquetier qui dénonce, poursuit, en défenseur des droits, alors que nous avons un défenseur des droits dans la Constitution depuis 2008, on peut bien évidemment critiquer, mais l'institution existe, en un contre-pouvoir non organisé par les institutions, avec la noble tâche de défendre nos droits et nos libertés, et c'est une noble tâche. Nous sommes tous d'accord qu'en France, comme ailleurs, nous avons des tensions de plus en plus fortes dans des régimes démocratiques avec des élections périodiques, je ne parle pas de régime autoritaire ou totalitaire, entre les choix démocratiques qui portent peut-être de plus en plus des élus peu respectueux de ces droits et libertés et la défense de ces droits et libertés. Mais à qui revient cette défense ? Qui peut être investi d'un mandat sans élection, justement, sans... ce n'est pas une attaque contre les compétences des journalistes, mais sans compétences particulières. Je ne prétends pas non plus, comme juriste, être compétent pour défendre mieux les droits et les libertés qu'un autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas des risques à cette posture de dénonciation, de soupçon, et tout en donnant l'impression d'un respect des institutions, de remise en cause des institutions? Un doute sur le parquet, doute sur le ministre de la Justice, doute peut-être sur les décisions prises par les tribunaux, espoir dans la Cour européenne des droits de l'homme, mais la Cour européenne des droits de l'homme aussi favorable qu'elle soit aux journalistes, et on peut s'en féliciter, parfois aussi, n'a pas pris le parti des journalistes dans des décisions qui ont pu être critiquées. Dans sa jurisprudence récente, laisse, on peut le regretter, une grande marge d'appréciation aux différents États, dit que la France n'est pas obligée de faire comme la Belgique, justement, dans sa législation. Comment vous pouvez justifier ce qui pourrait être un super pouvoir, finalement? Non, en vous écoutant, je pensais quand même à ce qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme en disant que, justement, en France, le parquet n'est pas une magistrature, justement, parce qu'il n'est pas indépendant, quand même, au passage. Cela n'a pas eu de conséquences. Oui, mais je pense qu'elle l'a dit. Je pense que, quand même, je veux dire, la Cour européenne des droits de l'homme, je pourrais prendre l'exemple de plein d'autres libertés fondamentales, on a été tiré vers le haut par sa jurisprudence. On est intelligent à plusieurs et on est intelligent dans ce dialogue. Alors, je ne vais pas me dérober, je vais vous répondre sur deux jambes. La première, le journaliste, la deuxième, le citoyen. Et en effet, les deux existent. C'est pour ça qu'il y a un pluralisme de la presse. Le journaliste, je vous l'ai dit, nous, on n'est pas un super pouvoir. Mediapart, on n'est pas loin, en 11 ans, de 200 procédures judiciaires. À la date où je parle, nous n'en avons perdu que 5, définitivement. 5 condamnations minimes sur soit un respect du contradictoire trop fragile, trop court, une erreur factuelle minime, un droit de réponse que quelqu'un avait oublié de côté. Au total, 5 condamnations, et j'ai cette petite préciosité de dire que c'est 5 condamnations que j'ai en tant que directeur de publication et que dans mon travail personnel de journaliste d'enquête, je n'ai jamais été condamné. Or, Dieu sait si quand même j'avais bousculé certains pouvoirs. Mais je suis responsable de tout ce qui se publie à Mediapart. Bon. Donc, nous ne sommes pas un super pouvoir, nous ne sommes pas au-dessus des lois. On peut nous demander des comptes à la loyale et regardez bien comment justement, quand on cherche à nous discréditer, on ne nous demande pas des comptes à la loyale. Monsieur Sarkozy, dans l'affaire libyenne, était tout à fait en droit de nous poursuivre en diffamation. Non, il fait une procédure pour faux et usage de faux qui va être une grosse bataille,
avec toutes sortes d'expertises pour arriver à... Et il nous calomnie en direct, il dit qu'on est des faussaires, il dit que nous sommes des faussaires. Or, nous ne sommes pas des faussaires, et la Cour de cassation nous en a donné acte et l'a condamné à nous verser de l'argent. Les chèques sont en train d'arriver, mais nous n'allons pas les toucher. Nous n'allons pas les toucher par symbole justement, et je pense que nous allons décider de les donner probablement à une association de défense des droits humains. Donc, nous ne sommes pas un super pouvoir, mais nous sommes, vous avez dit des dénonciations, non, nous sommes du côté de l'information. Bien sûr qu'on peut entendre que c'est violent, que c'est virulent, parce que ça met en cause par les faits qui sont mis. Mais nous apportons des informations. Et je pense que le grand public le comprend, et y compris des informations qui amènent, je vous ai donné des exemples tout à l'heure entre les violences sexuelles ou l'évasion fiscale, qui amènent, que l'on soit de droite, de gauche, du centre, à des prises de conscience collectives sur des questions d'intérêt général. Alors après, le citoyen ne se dérobe pas. C'est vrai, Mediapart a été créé, ses cofondateurs, et pas par idéologie partisane, mais je dirais par expérience citoyenne, comme un journal profondément en bataille pour une refondation radicalement démocratique de notre République. Nous sommes profondément, et nous n'avons pas attendu que certains se convertissent à cette question tardivement, contre le présidentialisme de la Ve République. Je l'ai vécu sous François Mitterrand, citoyen de gauche, j'ai vécu les conséquences de tout cela. Et j'ai considéré que justement c'était l'honneur de l'indépendance d'un journal de publier des informations, y compris, c'était Le Monde, par rapport à un pouvoir que Le Monde avait appelé de ses voeux. Donc c'est très... Et qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien j'ai vu combien ce présidentialisme a des conséquences, mais qui crée ce journaliste de gouvernement, cette dépendance... C'est ce non-respect de l'écosystème démocratique. Vous avez cité le défenseur des droits. On pourrait citer la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Dans tous les débats sur les questions qui nous animent ces derniers temps, question de liberté publique, question des migrants et du droit d'asile et de l'accueil. Manière courageuse. Voilà. Et question du maintien de l'ordre et des lanceurs de balles de défense et des grenades explosives. Question des lois dont on a parlé sur la liberté de la presse. La CNCDH, c'est près de 70 structures, c'est vraiment tout le monde des droits humains en France. Le défenseur des droits, qui est vraiment Jacques Toubon, et qui a fait un long chemin par rapport à lui-même et ce qu'il fut quand il fut garde des Sceaux. À chaque fois, on prit des positions dans lesquelles je me reconnais totalement, parce que c'est notre expérience. Ils n'ont jamais été suivis, ni sous Sarkozy, ni sous Hollande, ni sous Macron. Qu'est-ce que c'est que... Je fais le dialogue tout seul, en bras de chemise, avec le peuple, et je ne respecte pas les autorités administratives indépendantes. Vous en avez eu un exemple, mais prenez conscience de ça. Il y a 25 ou 24 autorités administratives indépendantes. Elles sont néanmoins, leur président est néanmoins nommé, pouvoir de nomination qui s'est étendu à partir de Mitterrand, pas sous De Gaulle. De Gaulle, c'était régalien. C'est à partir de l'été 85, en pleine affaire Greenpeace, Mitterrand étend le pouvoir de nomination du président. Le président nomme toutes sortes de gens, comme une petite armée d'affidés pour lui, une clientèle. Mais certains choisissent de rester indépendants. Et donc, par exemple, la Commission nationale du débat public, Mme Chantal Joanneau, ancienne ministre de Sarkozy, et c'est une autorité administrative indépendante. Début des Gilets jaunes, toc toc toc, Mme Joanneau, on voudrait organiser un grand débat national, mais on voudrait que vous l'animiez vous-même à titre personnel. Elle dit non, moi je dirige une institution et elle a un code de la route. Allez sur le site de la CNDP. Transparence, neutralité, égalité. Ceux qui font les conclusions ne peuvent pas être partie prenante. Ils disent voilà le code de la route. On peut faire le débat national dans ce cas-là. Ah non, on ne veut pas. On veut le contrôler en clair. Et elle refuse. On a publié tous les échanges. Les mails, les documents, les lettres, les réunions à l'Élysée. Elle refuse, du coup on lui sort une boule plante. Son salaire. 14 000 et quelques euros. Lequel salaire est fixé par qui? Par la présidence de la République. Et elle dit, mais vous savez, moi, on peut le baisser, mon salaire. Et vous voyez bien que ça veut dire qu'il y avait cette idée, on te paye, on choisit ton salaire, donc tu dois nous... Vous voyez bien que c'est la servitude, ce système. On doit sortir. Nous sommes le seul pays à avoir déjà une pratique institutionnelle qui peut être celle d'un pouvoir autoritaire.
Je vous assure, c'est l'admiration pour M. Salvini, pour M. Erdogan, pour M. Orban, c'est formidable la Ve République. Et donc, je le crois vraiment. Je crois qu'on ne peut pas considérer qu'il suffit de mettre des gens bien, qui sont un peu démocrates, pour nous protéger de ces institutions. Je fais ce travail sous toutes sortes de présidents de la République, avec tous des personnalités différentes. Et je dis, les institutions sont plus fortes que les individus. Et donc, moi, en effet, Mediapart, nous avons, et là, nous le revendiquons, nous sommes, quand on me demande le positionnement de Mediapart, je dis, nous sommes radicalement démocrates. C'est-à-dire que nous voulons une refondation profondément démocratique de notre République. Et ça veut dire sortir de ce pouvoir personnel qui crée une logique de servitude du bas vers le haut et qui gangrène en profondeur notre vie publique. Alors, il y a une dernière question que j'aimerais qu'on aborde pour finir ce débat. C'est une question sur la déontologie. On en a longuement parlé tout à l'heure, mais ce serait bien de le confronter aux réflexions de M. Alperin. Donc, contrairement à d'autres professions comme les médecins, il n'y a pas de déontologie pour les journalistes. En fait, il n'y a pas d'instance. Il n'y a pas d'instance, mais il y a de la déontologie. Voilà. Mais ma question est... Il n'y a pas d'ordre, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, créer un ordre. Comme sous Vichy, quoi, parce que c'est sous Vichy que les médecins étaient C'était un peu ma question. Est-ce que c'est ça qui fâche? Parce que c'est quelque chose qui me rappelle des mauvais souvenirs. Est-ce qu'il faudrait le faire? Est-ce qu'il faudrait faire ce travail en collaboration avec la justice? Autant je suis toujours très réservé quand on sort Vichy dans le débat public, à tort et à raison, et souvent à tort. Hein. Heureusement, quelles que soient les craintes que nous pouvons avoir vis-à-vis d'excès aujourd'hui, nous ne sommes pas sous Vichy. Je n'ai pas dit ça. Non, je parlais, c'était un fait d'histoire sur la création. Un pays occupé. Je ne le dis pas par rapport à vous, je le dis par rapport au débat général, et je pense que c'est aussi une forme de dévalorisation du débat général et des questions politiques et juridiques que de vouloir, en général par grande ignorance, ramener ça à l'histoire. Il n'en reste pas moins que pour les professionnels, la création de Vichy avait un sens, qui était non seulement de contrôler ces ordres professionnels, mais d'en exclure des personnes en raison notamment de leur religion ou de leur origine. Par conséquent, il y a des bonnes raisons d'être méfiant à l'égard d'ordres professionnels et de déontologie imposée par des ordres professionnels. Comme d'autres professions, et même peut-être plus que d'autres professions, parce qu'il y a des textes syndicaux, internationaux, des chartes à l'intérieur des organes de presse, les journalistes ont une déontologie. La question qui se pose, je crois, est de savoir si, en fonction des transformations aussi dont nous avons parlé, du numérique, du contexte, de la circulation de l'information, c'est le rôle de la profession, et en accord aussi avec la société civile, de poser de nouvelles règles, ou si, ce qui a aussi son intérêt, mais le risque d'attendre des solutions au cas par cas assez longtemps, il faut laisser aux juges le soin de décider ce qui est permis et ce qui ne l'est pas permis à l'issue d'un procès. Le choix entre la norme générale et la norme individuelle résultant du juge. Quel est votre point de vue là-dessus? Je réponds. Je voudrais juste, parce que c'est un souvenir professionnel, journalistique, revenir en étant d'accord avec votre mise en garde générale, à la question de Vichy. C'est moi qui, en 1994, et dans le Monde, et ça a provoqué la plus grande crise entre le Monde et l'Élysée, c'est la fin de la présidence François Mitterrand, qui est mené la bataille sur le négationnisme ou le révisionnisme sur l'histoire de Vichy, porté par un président de la République de gauche qui refusait d'assumer tout simplement qu'il avait eu des engagements à l'extrême droite, antisémites, dans sa jeunesse, et qu'il avait même été, après être revenu de Stalag, il avait travaillé dans l'administration de Vichy pour les prisonniers et reçu la francisque de la part du maréchal Pétain. Et je l'ai fait en racontant et en soulignant comment, dans
dans la carrière qui a suivi de François Mitterrand, il avait gardé des liens avec 2 hauts fonctionnaires de Vichy, qui n'étaient pas n'importe lesquels, puisque nous parlons d'un régime qui a collaboré, donc c'est la répression, qui a promu les 2 statuts des Juifs, qui n'étaient pas demandés par l'occupant, qui étaient produits par le régime de Vichy lui-même, qui était le chef de la police de Vichy et son adjoint. Le chef s'appelait René Bousquet et son adjoint s'appelait Jean-Paul Martin. Qui étaient ces gens? C'était des gens qui avaient été, pour l'un préfet, pour l'autre aussi au cœur de la préfectorale, sous la Troisième République. C'était des hauts fonctionnaires très efficaces, très modernes. Quand Bousquet est jugé après la Libération, où il ne va recevoir que 5 ans d'indignité nationale, qui seront rapidement amnistiés, il commence, et je l'ai raconté dans La Part d'Ombre en 92, avant, puisque j'en avais déjà parlé. Les rebondissements de 94 étaient produits par un livre de Pierre Péan, mais moi-même j'avais fait un chapitre dans La Part d'Ombre là-dessus en 92. Et il commence, se tourne vers le président, il dit « Monsieur le Président, la police de Vichy était républicaine ». Je dis ça parce que tout en étant d'accord avec votre mise en garde, il faut que, notamment les jeunes qui sont là par rapport à nos temps troublés, aient en alerte sur qu'est-ce que c'est que, j'allais dire, entre guillemets, un État pétainiste. Qu'est-ce qui produit un État pétainiste? Comme un État qui accompagne des violations des droits fondamentaux. Qu'est-ce qui fait un État où un seul magistrat démissionne? Un seul magistrat démissionne. Un seul préfet démissionne. Alors qu'il voit ses collègues juifs exclus. Personne ne démissionne de l'ordre des avocats. Qu'est-ce qui fait ça? Le Front populaire était 4 ans avant. Qu'est-ce qui fait qu'à Vichy, on vote les pleins pouvoirs et c'est une assemblée issue des Fronts populaires? Donc qu'est-ce qui fait ça? Et qu'est-ce qui fait fonctionnaire efficace, y compris dans la répression des réseaux de résistance, qui va rendre fou parfois certains après-guerre, quand je pense par exemple le plus grand maquis de France, Georges Guingouin, et Georges Guingouin qui a été le Tito du Limousin, quand ensuite les communistes et les autres lui tombent dessus parce qu'il était trop autonome par rapport à son parti et qui était maire de Limoges et qui se retrouve accusé de choses, et il devient fou presque, parce que le juge d'instruction et les gendarmes qui mènent l'enquête contre lui, ils étaient à Vichy. Qu'est-ce qui fait que ça se passe? Il n'y a pas eu d'épuration, il n'y a pas eu nomination de nazis, de fascistes, etc. Et ce n'est pas l'extrême droite radicale de l'Action française ou autre qui est au cœur de Vichy. C'est ce que Paxson nous avait fait comprendre dans la France de Vichy. C'est une histoire qu'il faut avoir en tête. D'où mes mises en garde. Comment on s'habitue? La question des migrants, de ce point de vue, est très importante. Comment on s'habitue, en effet, à ce qui est de nouveau? Bien sûr que ce ne sont pas des camps de concentration. Bien sûr que ce ne sont pas... Mais on s'habitue à ce qu'il y ait des camps. On s'habitue à ce que des gens soient privés de liberté pour avoir simplement exercé un droit, qui est un droit fondamental, le droit de se déplacer. Le droit de quitter son pays et d'en choisir un autre. Comment on s'habitue? Comment on s'habitue à ce qui est un maintien de l'ordre qui n'est pas du maintien de l'ordre? Le maintien de l'ordre, c'est protéger les populations, qu'elles manifestent ou qu'elles ne manifestent pas. Ce n'est pas d'abord les biens. Et c'est évidemment, ce n'est pas des grenades explosives avec du TNT. Ce n'est pas des lanceurs de balles de défense qui peuvent crever des yeux ou les autres faire des mains arrachées. Qu'est-ce qui fait qu'on s'habitue à ça et qu'on ne trouve pas ça grave? Je dis, c'est des choses, pour moi, voilà, c'est... Et je dis ça parce que moi, je suis d'une génération j'ai admiré Henri Leclerc, j'ai admiré tout ce monde du défenseur du droit. Et quand je compare les choses auxquelles on s'habitue aujourd'hui, je suis inquiet. C'est le premier point. Deuxième point... Excusez-moi, monsieur Plenel, il ne va pas falloir passer, et je crois que le public vous posait plein de questions. D'accord, pardon. Alors, rapidement, sur je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait l'exception de bonne foi devant un tribunal, notre déontologie est là, légitimité du but poursuivi, sérieux de l'enquête, respect du contradictoire, etc. Après, ma réponse est toute simple. Il faut profiter du numérique pour pousser vers le haut tout ça. Si vous allez sur Mediapart, en bas, vous avez charte de déontologie. Et vous avez charte de participation pour le club, pour les abonnés.
C'est-à-dire, vous êtes abonné, voilà ce que vous devez respecter. Et si vous ne le respectez pas, je peux vous priver de vos droits de contribution. Donc nous, comment dire, nous la pratiquons et nous utilisons ça pour tirer ça vers le haut. Mais moi, je n'ai pas d'autre juge que le public d'un côté, le juge indépendant de l'autre, et voilà. Que vous avez une dernière réaction pour clore ce débat, monsieur Alperin? C'est difficile, d'être plaidoyer. Dans la tension entre la protection des droits fondamentaux et la démocratie, je vous suivrai très volontiers et je romperai la neutralité sur les vices de notre régime présidentiel. Mais aller convaincre les Français qu'il faut renoncer à l'élection directe au suffrage universel du président de la République, il y a beaucoup de travail. Merci, ce sera le mot de la fin. Voilà, les questions. Vous avez été trollé sur les questions. J'ai vu ça. Eh bien, figurez-vous que finalement, non. Ah non, La pas tant que question ça. qui a gagné n'est pas celle que l'on attendait. Donc, c'est effectivement la question du pigeonhole, c'est une question d'Ophélie, qui vous demande, dans un contexte de montée des réseaux sociaux comme canal d'information, diriez-vous que les médias de masse informent les gens ou forgent l'opinion publique? On parlait de sociologie tout à l'heure. Ouais, moi, comment dire? Moi, je ne prendrai pas la question comme ça. Je dis, l'ennemi aujourd'hui, je vais vous le dire comme je pense, l'ennemi est paradoxalement notre allié. J'ai dit droit de savoir, liberté de dire, information, opinion. Je cite très souvent, mais à nouveau, vous allez me trouver trop long, Hannah Arendt, vérité de fait, vérité d'opinion. Hein, voilà. Il n'y a pas de vrai débat d'opinion si on n'arrive pas à mettre les vérités de fait au milieu. Aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas les médias de masse. C'est le fait, médias d'infos en continu, ou réseaux sociaux, ou algorithmes de Facebook, que nous puissions considérer que nos opinions sont des informations. Mon opinion contre la tienne. Et ça, c'est très rapidement mon identité contre la tienne, mon préjugé contre le tien. Et donc, le vrai problème, il est celui-là. Pourquoi moi, je ne supporte pas les talk-shows de blablabla, d'éditorialistes? Et pourquoi je me méfie de l'algorithme de Facebook? C'est les mêmes raisons. C'est parce qu'ils me mettent en avant que des opinions. Et quelle est la bataille que je mène? Je dis, vous pouvez ne pas m'apprécier, me trouver insupportable, etc., et trop long et trop bavard, mais moi, je mets des opinions, des informations sur la table. Je mets des informations dont vous y échapperez pas. Vous serez obligé de débattre. Vous pouviez dire quand même, il s'acharne sur cette histoire Benalla. Puis depuis, vous voyez le rapport du Sénat, désolé, hein, M. Philippe Bas, M. Jean-Pierre Sueur, c'est pas des agités. Hein. C'est vraiment le Sénat profond. Regardez ce qu'ils ont fait. Je n'ai jamais vu un rapport d'enquête parlementaire d'une telle sévérité sur le pouvoir exécutif. Et j'étais pas derrière. Hein. Donc notre travail d'information, il aide à des prises de conscience. Alors maintenant, une question de la salle, d'Étienne. Dans quelle mesure les nouveaux moyens technologiques d'investigation, notamment la discipline dite de Forensic Architecture, à laquelle Mediapart a déjà recouru à plusieurs reprises, changent-ils la nature du journalisme d'investigation? Ces capacités d'investigation avancées, auparavant réservées aux États, apportent-elles des libertés nouvelles à la société civile? Ça, c'est formidable que vous citiez Forensic Architecture. Ils sont basés à Londres. Alors, forensic, vous savez, en anglais, c'est les indices en médecine légale. Hein, c'est les preuves en médecine légale. Et architecture, parce que c'est un architecte israélien qui vit en Grande-Bretagne, qui a créé ça, et qui était venu à notre colloque. Vous pouvez l'entendre dans les vidéos, sont sur notre site ou sur YouTube, sur le droit de savoir l'an dernier. C'est-à-dire, ils utilisent, aujourd'hui, vous savez qu'on est filmé, on est enregistré partout, capté. Donc, ils utilisent toutes ces données au service, pas seulement de l'information, de la publicité et la sauvegarde du peuple, des droits humains. Et ils l'utilisent aussi bien sur les dommages collatéraux d'un drone dans les zones tribales du Pakistan. Ils l'utilisent sur un crime raciste xénophobe en Grèce.
ils l'utilisent sur la disparition d'un vaisseau de sauvetage de migrants en Méditerranée et sur le fait qu'il n'était pas secouru. Ils prennent toutes les données disponibles, ils reconstituent en 3 dimensions et ils font des démonstrations comme en médecine légale, des preuves comme ça. Et donc, en effet, c'est un tout à fait nouvel univers. Nous avons publié plusieurs de leurs enquêtes et je crois que le livre j'ai oublié son nom, hein, Weizmann ou quelque chose comme ça, je crois le nom du fondateur, va paraître bientôt en français. Il y avait une très forte exposition qui, hélas, n'est pas venue en France, à Barcelone et à Mexico, justement de leur travail. Et c'est formidable. Et là, au lieu de nous focaliser sur la meute des réseaux sociaux, etc., là, on voit comment l'utilisation de ces technologies eh bien, peut être une arme supplémentaire au service des défenseurs des droits fondamentaux. Alors une autre question de la salle qui revient sur ce dont on parlait tout à l'heure avec Élise. Les aides publiques ne sont-elles pas aussi un moyen de réduire la dépendance des journaux envers leurs propriétaires, Alexandre? Si, je suis bien d'accord. Si, par exemple, il y a des aides publiques pour journaux à faible revue publicitaire. Le meilleur exemple, c'est La Croix et l'Humanité, 2 journaux d'opinion qui bénéficient d'aides publiques. Bon, très bien. Mais si le propriétaire des journaux, ce qui n'est pas le cas ni de la confrérie religieuse qui possède la Croix, ni du Parti communiste qui possède, même si l'humanité n'est pas alignée de manière autonome, de manière verticale sur une ligne du Parti communiste aujourd'hui, en revanche, les aides publiques n'ont pas de raison d'être si les propriétaires sont des milliardaires qui font des profits immenses par ailleurs. Encore une fois, si Mediapart avait des problèmes demain, heureusement, ce qui n'est pas le cas, eh bien, ce serait à nous de trouver des réponses. Mais je n'irai pas tendre la sébille à l'État. Ce serait à nous de trouver des réponses. On a 9 millions de trésorerie aujourd'hui. Donc, comme le Canard enchaîné, lui, il en a beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on fait, alors, monsieur Bernard Arnault, monsieur Niel, monsieur Drahi, si leurs journaux ont des difficultés, ben, ils prennent un petit parti des bénéfices qu'ils font à côté. Il n'y a aucune raison qu'ils aient, parce que c'est de l'aide directe. L'aide indirecte est vertueuse. Et c'est très intéressant ce que je vous répète, je vous bassine un peu sur la culture démocratique. Quand il y a eu l'instauration de la TVA, il y a un pays qui a décidé que la TVA dite super réduite pour la presse serait de 0. Lequel? La Grande-Bretagne. Plus longue culture démocratique parlementaire, oui, c'est pas une marchandise comme les autres. Donc TVA 0. En France, 2-1. Et vous connaissez la bataille, on n'est pas des fraudeurs fiscaux, Mediapart a mené la bataille pour dire, bah oui, nous on ne va pas mener le combat contre la presse face à la presse papier en ayant des fers aux pieds, en payant 19,6 puis 20%, tandis qu'eux payent 2-1. Donc on demande l'égalité, la neutralité de support. On a mené cette bataille, on nous l'a fait payer très cher, c'est le cas de le dire, puisqu'on a payé, même s'il y a des recours qu'on continue devant la justice administrative, et on l'a gagné jusqu'en Europe. Aujourd'hui, une directive européenne dit bien sûr qu'à l'ère du numérique, c'est pas le support, c'est le contenu. Si c'est de la presse, même TVA. Mais c'est intéressant. Aide indirecte, oui. La TVA super réduite n'est pas une aide aux entreprises de presse. Elle est censée être une aide au public pour que la presse ne soit pas trop chère. Parce que c'est un produit d'intérêt public. L'aide directe, c'est autre chose. On met de l'argent, des impôts directement dans des entreprises. Alors, dans des entreprises en difficulté, peut-être, et on peut réfléchir par rapport au pluralisme, mais dans des entreprises dont, encore une fois, les propriétaires ont tous les moyens de les développer, il n'y a aucune raison de l'accepter. Encore moins au moment où, pour échapper à la contrainte fiscale à l'échelle planétaire, je parle de Facebook, je parle de Google, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, pour que vous ne nous embêtiez pas, on fait un fonds d'aide à la presse. Donc, et ils donnent et ils financent, ce qui est très sympathique, mais ce qui n'a rien à voir avec l'ampleur de leur évasion fiscale. Et donc, moi, je suis, et notre syndicat professionnel, le SPIL, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, a pris position en 2012 pour la fin des aides directes à la presse. Après, on peut amender ça sur faible revue publicitaire, défense d'une presse d'opinion, pluralisme de la presse.
Bien sûr, hein, il faut être pragmatique. Mais encore une fois, une presse commerciale avec des actionnaires riches, il n'y a aucune raison qu'elle touche de l'argent directement de nos impôts. Monsieur Alperin, quelle est votre opinion sur cette question? Pas d'opinion particulière. Je suis assez convaincu par ce que dit Louis Plenel. La concentration de la presse au profit d'intérêts financiers, qui n'est pas un phénomène nouveau dans l'histoire, bien évidemment, est un phénomène préoccupant qui s'aggrave et qui met en doute la liberté et l'indépendance de la presse. Si les aides publiques, comme Louis Plenel l'a expliqué, viennent en plus renforcer les groupes les plus puissants, c'est un mauvais usage de l'argent public et n'est pas une contribution au pluralisme. Alors, question suivante. Vous venez de parler de différences de traitement fiscal injustifiées, mais sur d'autres sujets, est-ce qu'un régime juridique spécial pour la presse en ligne ne pourrait pas se justifier dans la mesure où la propagande des nouvelles, des fake news sur Internet se répand? Alors, c'est une question qui s'adresse à tous les deux. Monsieur Alperin, peut-être. Il faut commencer. Est-ce qu'il faudrait un autre régime juridique pour régir la presse sur Internet? Je ne crois pas, personnellement. Bien évidemment, il y a une identité de support pour tout ce qui passe par Internet. Mais identité de support ne signifie pas qu'il faut traiter de la même manière la correspondance que nous utilisons tous par mail, les blogs qui peuvent diffuser des fake news ou tout ce qui diffuse de l'information ou de la prétendue information et les organes de presse. Nous avons des moyens d'identifier quand même qui parle par Internet. Et quand il s'agit d'organes de presse, Mediapart ou d'autres, nous savons qui parle. Et nous avons les moyens, sinon de contrôler l'information, en tout cas de savoir d'où elle vient, de quel organe, et de pouvoir y répondre. Soumettre tout ce qui est sur Internet sous prétexte que c'est un média qui peut faire circuler de fausses informations à une législation spéciale, la presse écrite aussi a pu diffuser et peut diffuser des fausses informations. Il y a un délit de fausses informations, hein, comme vous l'avez rappelé, c'est un délit de presse, un des plus anciens, un des plus traditionnels, qui peut être réactivé. C'est pas simplement les fausses informations en période de guerre qui pourraient porter atteinte au moral de la nation et aux forces armées. C'est aussi en temps de paix la lutte contre les fausses informations, qu'elles viennent de l'étranger ou de l'intérieur, qui sont des facteurs de déstabilisation. Je suis d'accord, moi vraiment, nous ce qu'on a fait, hein, Mediapart, quand on s'est créé, et avec ça a permis la création de ce syndicat professionnel, c'est de demander un statut de la presse en ligne. Quand nous nous sommes créés, il faut bien que vous imaginiez comment ça va vite. En 2008, moi je viens de la presse traditionnelle, j'ai dirigé Le Monde, ok. Bon, je demande à être reconnu par la commission paritaire des publications et agences de presse, CPPAP. À l'époque, il n'y avait pas de journal en ligne. Et personne n'avait fait cette démarche. Et c'était étonnant, les fonctionnaires très sympathiques, la direction des médias, aujourd'hui c'est la direction générale des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture, me disent « Mais pourquoi vous voulez être reconnu pour toucher des aides ?» Et je dis non. C'était simplement la bataille de l'égalité. Moi je suis un journal, comme les autres, donc je veux un numéro de commission de publication, de commission paritaire. La commission paritaire, donc c'est les représentants de tous les syndicats professionnels et les représentants des administrations, la Poste, Bercy, etc. Retoque Mediapart. Pourquoi? La presse, en 2008 en France, voulait dire papier. Si vous faites de la presse, c'est du papier. Le président de cette commission paritaire, qui est un conseiller d'État, tout à fait ouvert et libéral, dit « c'est ridicule ». Donc il se tourne vers le Conseil d'État, il fait une lettre, et c'est comme ça qu'a commencé cette bataille, victoire obtenue sous Nicolas Sarkozy, et rendons-lui hommage, malgré toutes les informations que nous avons pu publier, mais honnêtement, en effet, il a fait ces états généraux de la presse que nous avons critiqués, mais dont est sorti le fait qu'à notre époque, il fallait reconnaître qu'il y avait une presse en ligne. Et donc il y a eu le décret créant une presse en ligne. Même droit, même devoir.
Mêmes droits, mêmes devoirs. Et nous sommes une presse. C'est-à-dire que c'est une presse, c'est-à-dire que c'est pas... Et après, il y a l'expression publique des citoyennes et des citoyens sur les réseaux sociaux, comme dans la rue, comme etc. Ça, c'est autre chose. C'est la loi de 1881 aussi qui s'applique, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais nous sommes une presse, nous avons la même tradition, et nous montrons qu'on peut moderniser, améliorer, tirer vers le haut notre presse avec les armes du numérique. Alors, une autre question d'Internet cette fois. Comment expliquez-vous l'animosité de certains journalistes à votre égard ou à l'égard de Mediapart? Il faut leur demander. Je ne sais pas quoi vous dire. Non, je ne sais pas. Parfois, on est surpris nous-mêmes. Moi, je suis un peu couturé, hein, comme on dit, on a pris plein de coups, donc je suis un peu habitué. Je suis habitué à quelque chose qui on ne devrait pas s'habituer. J'ai rappelé tout à l'heure que moi, je n'ai jamais été condamné, jamais, hein, pour un de mes articles. Comment dire, quand on ne peut pas contester les informations, quand on a du mal à contester le travail d'information, et qu'au bout du compte, on se rend compte qu'il y a un journalisme indépendant qui dérange des pouvoirs très différents. Dans les campagnes que j'ai suivies parfois, est-ce que vous avez lu Les cigares du pharaon de Tintin, Hergé? Vous avez vu à un moment, il y a des gens qui tombent dans les pommes dans un temple, je ne sais pas où et tout, et ils soulèvent, ils ont l'air du Ku Klux Klan, ils ont des cagoules, et puis ils s'aperçoivent que c'est toute la bonne société locale qui est là. Donc parfois j'ai l'impression que tout un monde nous tombe dessus, qui est des intérêts très différents, simplement ce qu'ils ne supportent pas, c'est la liberté. Alors qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Comme ils ne peuvent pas contester nos informations, ils inventent des légendes. Moi, quand j'ai fait, je vais le résumer brutalement, hein, quand je débutais dans mes enquêtes au monde, l'Union soviétique existait toujours, j'avais été trotskiste dans ma jeunesse, et au mépris de toute culture historique, j'étais l'animateur d'une cellule rouge liée au KGB. Puis après, quand il y a eu les écoutes téléphoniques et qu'il fallait qu'ils trouvent une excuse pour m'avoir mis sur écoute, j'étais à la CIA. Ils l'ont dit devant le tribunal. Ils ont même dit qui était mon agent traitant et que j'étais payé. Il a fallu que j'écoute cette calomnie et que... voilà. Et puis après, il y a l'islamo-gauchiste, comme il y avait eu le judéo-bolchevique, maintenant il y a... Enfin bon, on pourrait multiplier. Bon, aujourd'hui, il y a eu le faussaire, voilà, c'était Sarkozy. Maintenant, il y a que c'est la RDA, j'ai entendu aujourd'hui, Mediapart, c'est la RDA. Voilà. Bon, comment dire, voilà, on nous invente des légendes au lieu de rendre compte de ce travail. Comment dire, voilà, il y a moi, ce qui m'émeut le plus, c'est, vous savez, l'équipe de Mediapart, ils ont l'âge de ma fille qui a 36 ans, c'est le rissoir, ils ont commencé pour beaucoup cette aventure. Et bon, ils s'endurcissent, mais c'est assez sidérant de pas être... Alors moi je pense que ça change, hein. Beaucoup de journalistes au contraire sont fiers de Mediapart et ça leur donne du courage pour se battre là où ils sont, partout. Ça a donné y compris une dynamique. Vous savez, Cache Investigation ou Envoyé spécial n'existait pas quand Mediapart s'est créé. Ça crée une sorte de dynamique vertueuse. Donc voilà, je crois qu'il y a... Bon, faut pas comment dire, ce que j'ai dit souvent, il faut avoir la morale du boxeur, il faut encaisser, quoi. Mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux.